Non. Non. Bizarre. Ouais, oui, ça a écrit en haut, un utilisateur a démarré l'enregistrement. Ouais. Moi, c'est mentionné. Ça a pris quelques secondes. Merci, François. Parfait. Donc, je vais juste ressurvoler l'ordre du jour qui a été distribué pour le premier atelier. Donc, au début, on va présenter c'est quoi l'objectif de l'atelier. Ensuite, il va y avoir une discussion sur un point d'information sur les formats de jeu présentement, comme c'est quoi qui est disponible et qu'est-ce qui est fait. Donc, on a mis des ID, ça c'est pour dire c'est plus un point d'information. Puis quand il y a un petit D, c'est là qu'on va vraiment discuter tout le monde ensemble pour aller chercher l'input des clubs locaux. Ensuite de ça, on va parler du développement de l'athlète. Et là, ça va être plus sous forme d'information-discussion. Et le dernier point, ça va être l'encadrement des athlètes, des entraîneurs et tout. Encore une fois, point d'information-discussion. Puis on va terminer l'atelier avec en essayant de déterminer un plan d'action pour la prochaine année. Ça va pour tout le monde? Oui, en fait, c'est moi qui ai fait le. je prends le. Oui, ça va être un dé aussi, hein? D aussi il va y avoir un dé aussi. Tu sais, je l'ai dit, puis j'étais comme ça, on devrait mettre un dé, là, quand on va rajouter comme ça, toi. En fait, le point 1, il risque d'avoir un dé, puis le point 2, ça risque plus d'être de l'information que. Mais on est toujours ouvert aux commentaires, là, mais le point 2 risque d'être plus informatif. Parfait. Puis, ensuite de ça, on a une belle présentation ici, puis je vais m'en servir pour prendre des notes au fur et à mesure directement à la présentation. Fait que vous allez voir, on va pouvoir discuter tout le monde, puis voir qu'est-ce qu'on retient, puis vous allez pouvoir me corriger si j'ai mal compris c'était quoi votre point. Puis, on a aussi un tableau, un fichier Excel qu'on va utiliser à quelques endroits qui est déjà pré-rempli, puis qui va être un autre support de notes. Donc, si on commence dans le vif du sujet. Christian, je te passe la balle direct là? Oui, tu peux. En fait, premièrement, merci d'être là un samedi matin. Dans le fond, l'objectif des 3 ateliers, c'était de séparer les ateliers pour avoir les personnes pertinentes pour chacun des thèmes, dans le fond, puis pas de monopoliser toute votre fin de semaine. Le premier thème étant technique, c'est ça, on voulait prendre certaines décisions. Là, comme vous le savez, là, on arrive à des moments où on a des décisions difficiles à prendre, entre autres à cause des gens qui sont impliqués ou en fait du bassin, puis surtout au niveau du genré ou du mixte. Fait qu'on trouvait ça important d'avoir une discussion par rapport à ça. Puis l'objectif de l'atelier de technique, dans le fond, c'est de déterminer les paramètres pour la saison 2022. Fait que maintenant, on vient de vivre la saison 2021. On s'entend, c'est pas une saison normale, c'est une saison COVID et bon, il y a eu des paramètres qui ont changé et tout ça. Mais on voulait quand même, avec ce qu'on a vécu en 2019, 2021, 2020, 2021, on voulait prendre des décisions maintenant pour pouvoir avoir du temps pour les mettre en action pour 2022. Donc, l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de prendre les meilleures décisions qu'on puisse développer le bassin régional le mieux possible, mais aussi développer les athlètes de façon. Fait, c'est prendre des décisions, dans le fond, pour faire un bon développement qualitatif et quantitatif, si je peux résumer ainsi. Puis là, comme Joël vient de le dire, là, les 3 sujets, là, il y a le format de jeu, le développement de l'athlète, puis l'encadrement qui rentrait dans le technique. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui avaient des points à apporter là, ou des choses qu'on aurait peut-être oubliées dans les sujets de l'atelier. C'est bon? Au pire, il y en a peut-être qui viendront plus tard. Donc, si on commence par format de jeu, le format de jeu, il y avait, juste pour mettre tout le monde en contexte, puis François, juste pour le fonctionnement, je propose que tu te présentes comme les idées, puis après ça, je vais switcher à l'autre page pour que là, on commence à discuter puis qu'on puisse prendre des notes. Excellent. Donc c'est ça, la discussion, ça serait sur le genré versus le mixte. Et pour ça, il y aurait 3
opportunités, dans le fond, de faire des changements, dans le fond. Il y a les ligues régionales, là, que ce soit Fusion et Kérosène, les pratiques dans les clubs locaux, puis des événements tournois là, qui sont organisés par l'UGM. Le format de jeu, selon la saison, un groupe d'âge intérieur, donc 4 pour tous les groupes d'âge, puis extérieur, en général, c'est U13, donc toutes les catégories en bas d'U13, on s'entend que U13 comprend toutes les catégories en dessous. C'est du 4 contre 4, le U16, c'est du 5 contre 5, le U19, c'est du 7 contre 7, mais il y a aussi de l'initiation en 5 contre 5. Donc voilà. Donc, on peut peut-être passer. Je ne sais pas c'est quoi ta prochaine slide maintenant. OK, c'est ça. Ouais, j'ai mis pour chacune des lignes, on n'est pas obligé de se gêner, on peut rajouter des lignes, on peut définir plus quel type de tournoi, est-ce que c'est un tournoi en particulier, puis on les différencie après. Je vous relaisse la parole, on va noter tout ça. Avant de vous donner la parole, je voulais juste peut-être un peu en contexte. Dans le fond, c'est ça que j'avais commencé à dire. François Lavigne, tu me corrigeras, mais il me semble que c'était en 2017. On avait eu une rencontre avec l'AFQ et toutes les régions parce que le modèle de développement de l'athlète du Québec suggérait ou recommandait de passer en genré à partir de l'adolescence. Donc à partir de U16, disons. Sauf que, et on était supposé de passer en genré à partir de 2019, si je ne me trompe pas. En 2019, il a été décidé de façon provinciale à ne pas passer en genré à cause que les régions, il y avait des régions qui étaient inquiets que ça allait tuer, dans le fond, les initiatives féminines parce qu'ils n'avaient pas assez d'athlètes féminines, puis donc il n'y aurait pas assez d'athlètes pour créer une équipe, dans le fond. Donc ça a été reporté, mais ça fait encore partie du modèle de développement de l'athlète. Maintenant, au niveau du U13, là, je me rappelle, je pense que c'est au printemps dernier. En fait, l'année dernière, je vais revenir un peu en arrière. L'année dernière, en U13, il y a des équipes qui se sont présentées sans filles à des tournois. Il y avait quand même un inconfort par rapport à ça qui avait été mentionné. Donc, le CA, suite aux discussions avec la TCR et des discussions à même le CA, il avait été décidé que cette année, donc 2021, il y avait avoir une obligation en U13 dans les tournois du GM d'avoir au moins une fille sur le terrain en tout temps. Donc, il n'y avait pas une obligation par rapport à combien de filles sur l'alignement, mais évidemment, on recommandait d'en avoir au moins 2 filles pour qu'il y ait un changement, mais il y allait avoir une fille sur le terrain en tout temps. Ceci dit, après cette décision-là, il y avait des clubs qui ont manifesté quand même leur inquiétude que cette politique allait empêcher certains garçons de jouer parce qu'il allait avoir beaucoup plus de garçons. En fait, en ce moment, il y a beaucoup plus de garçons qui sont prêts ou qui sont inscrits à jouer. Puis il y a aussi des inquiétudes parce qu'il y a certains clubs qui ont des filles dans leur programme, mais ces filles-là semblent ne pas être disponibles ou ne pas vouloir se présenter à des tournois à cause de plein de raisons, soit de disponibilité, mais il y en a certaines qui trouvent que c'est trop de pression. Donc, c'était juste pour mettre la table un peu sur les discussions, si vous avez d'autres préoccupations ou d'autres trucs qui vous inquiètent ou que vous avez souligné ou que vous avez remarqué, n'hésitez pas à les partager. Peut-être juste dernière chose avant de vous passer la parole, juste pour... Je pense que tout le monde connaît la Ligue Fusion, c'est la ligue en inscription individuelle que l'UGM, j'ai failli dire l'AFQ, que UGM organise pour les ados. Donc ça, c'est les mercredis soirs. Mais la Ligue Kérosène, ça se peut que vous ne la connaissiez pas parce qu'on ne l'a pas faite encore, on n'a pas réussi à la faire. Mais la Ligue Kérosène, dans le fond, ce serait la ligue où les clubs s'affronteraient un contre l'autre. Au départ, c'était supposé d'être pour les ados,
Mais là, il y a un intérêt pour faire une ligue kérosène potentiellement cet hiver avec le U13. Donc, c'est juste pour vous dire que kérosène, pensez que c'est vous qui présentez une équipe dans le fond, puis l'UGM va organiser cette ligue, va coordonner cette ligue. Puis la Ligue Fusion, c'est vraiment dans le but de bâtir le bassin des jeunes, surtout ados, évidemment, en ayant une inscription facile, inscription individuelle, puis un peu comme les ligues qu'on joue pour nous, les adultes. Puis après ça, le but de la Ligue Fusion, ben, c'est de les pousser vers vos clubs s'ils veulent se développer un peu plus. Donc voilà, j'ai fini de parler. Je peux vous passer la parole dans le sens que si vous avez des opinions ou des trucs à soulever par rapport à ce genré, ce débat genré mixte, que ce soit au niveau U13 ou au niveau ado. Je ne sais pas si tu veux que je donne le droit de parole ou c'est toi qui y vas. Là, il y a une première main levée, là, fait que on pourrait commencer avec ça. Si vous ne trouvez pas la main levée, vous pouvez soit la lever dans l'écran ou interrompre. Là. Arnaud, tu avais la main levée? Oui, en fait, je voulais juste rajouter sur ton introduction, en fait, Christian, aussi que dans le U13, au dernier tournoi, on a essayé une nouvelle règle aussi. Tu n'en as pas sans mentionner, c'est parce qu'il y a aussi eu la règle des 3 points. Elle était là l'année passée. Oui, cette année, tu n'es pas supposé d'être là. OK, en tout cas, peu importe, il y a eu ce règlement-là qui a été essayé ou qui a été testé en tournoi, qui était que pour forcer justement les clubs à avoir une fille en tout temps, c'est qu'il y avait aussi une pénalité qui s'y rattachait, qui était un déficit de 3 points en partant de tous les matchs où tu ne pouvais pas présenter le nombre minimum de filles qui était requis. Ça, c'est aussi peu appliqué. qui a été, en fait, qui a été très peu appliqué, mais qui a été énormément discuté. Parce que ce qui avait été dit, c'est que ça doit être discuté entre les coachs avant la partie, à savoir si on l'applique ou non. Puis pour l'avoir beaucoup discuté, parce que nous, on a été dans cette situation-là pendant un tournoi, les jeunes ne la comprennent pas. Ils ont de la misère à comprendre pourquoi est-ce que, parce qu'on n'a pas de filles, ça veut dire que les filles sont moins bonnes, on leur donne des points d'avance. En tout cas, bref, il y a une grosse mécompréhension du message que ça envoie. Et c'est pas super apprécié, les coachs l'appliquent. Oui, exact. Oui, c'est ça. C'est un grand inconfort. En fait, c'est ça. Cette règle-là avait été appliquée en 2020. Puis on avait souligné, cet inconfort-là avait été souligné. Là, c'était supposé de ne pas être en application en 2021, mais il y a eu une erreur. En tout cas, le mauvais devis technique a été partagé, puis on s'en est rendu compte trop tard pour le retirer, mais c'est ça, il n'aurait pas dû être appliqué. Mais en effet, tu fais bien de souligner que cette règle-là avait quand même été essayée. Est-ce que, en fait, peut-être, là, vous semblez quand même gêné ce matin. C'est peut-être un samedi matin, mais peut-être, première question à vous, est-ce que votre club a des difficultés de recrutement au niveau des filles? Ah, ben il y a Frank qui lève la main, je pense que c'est Frank Boissonneau. Oui, c'est moi. Je m'excuse, je suis quand même assez réveillé, puis plus pas tellement gêné non plus. Fait que c'est juste que je patientais vraiment ardemment. En fait, j'ai des opinions, je vais appeler ça des pavés dans la mare. Pavés dans la mare, là, je lance ça là, sans bien viser, ça éclabousse un peu partout, puis après ça, je m'en vais, puis ça n'a rien réglé. Là, fait que je vais juste avertir d'avance que ça ne va rien régler. Mais moi, je trouve quand même qu'on a un défi large qui est que évidemment que si on vient ajouter le genré, sans parler des âges, le plus jeune on amène le genré, selon moi, le plus ça va créer des difficultés dans le recrutement des filles, puis l'intérêt aussi des filles pour le sport, je pense. Deuxièmement, je pense que ça dénature quand même quelque chose aussi qui est important dans ce sport-là, qui est distinctif de beaucoup d'autres sports, puis qui est, selon moi, précieux. Fait que je ferai attention à ne pas trop rapidement amener en bas âge, c'est-à-dire rapidement, je veux dire en bas âge, là, le genré. Mais je suis conscient qu'à un moment donné, rendu à 16 ans, 17 ans, puis à un moment donné, c'est la vie. Là, il va y avoir du genré. Par contre, à partir de quel âge ça devrait arriver? Selon moi, ça serait le plus tard possible. Ça, c'est une opinion que j'émets. Deuxièmement, moi, je pense que je comprends que c'est dur d'avoir des filles.
Mais honnêtement, je pense que tous les arrondissements ont été, puis là, j'inclus GM, il n'y a personne qui a fait des efforts extraordinaires là, où je me suis dit, wow, on a vraiment tout essayé en gang là, pour faire connaître le sport, pour aller chercher les filles, pour les intéresser, pour les garder impliquées. Moi, je trouve que globalement, là, sans émettre de jugement, on a été lazy globalement encore. On n'a pas. Tous les efforts n'ont pas été faits, selon moi, pour démontrer qu'on n'est pas capable de le faire. Puis un dernier pavé que je lancerais, c'était quoi mon dernier pavé? C'était que. Ah oui, c'est ça. J'essaierais d'opter pour dans les solutions, quand on parle dans les solutions, j'essaierais d'opter pour des solutions qui sont les plus inclusives possibles. C'est-à-dire que c'est sûr que si on essaie d'avoir des équipes mixtes, on aimerait ça que toutes les équipes se présentent avec des filles, mais qu'effectivement, il y a un problème parce qu'il y a des équipes qui n'en ont juste pas de filles, puis c'est pas non plus leur faute. Fait qu'il faudrait trouver un système dans lequel on peut également leur permettre de participer. Fait que là, je sais que je ne règle pas le problème, là, mais je pense que c'est important d'être inclusif quand même. Puis de, si possible, trouver un moyen, là, quel qu'il soit, là, pour que ces équipes-là puissent participer aussi. Là. C'est bon, moi je trouve que sont relativement soft tes pavés. C'est pas la catastrophe. Je pense que c'est tout à fait des interventions, des opinions qui sont tout à fait louables. Merci. Il y en avait d'autres qui voulaient intervenir ou réagir à ce que François vient de dire? Ben, moi, je vais y aller, je vais bonifier. C'est un peu ce que François a dit, là. Je suis un peu du même avis. Pour moi, dans le U13, définitivement, du genré, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Je pense que pour l'instant, de les apprendre à jouer ensemble et d'être en mix, c'est ce qu'il y a de mieux pour le développement du sport. Puis là, j'ai pas de solution. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrête pas d'en parler, mais on n'arrive pas à trouver des solutions. Mais de pénaliser des équipes ou d'empêcher des équipes de s'inscrire fait qu'on se prive des jeunes de jouer. Donc là, on a ce problème-là. Puis on n'a pas une solution pour trouver une façon de favoriser les gens de jouer tout en étant inclusif, puis tout en essayant d'avoir aussi des gars contre des filles, puis d'avoir cette notion-là. Je n'ai pas vraiment de solution, mais pour moi, en bas de U13, c'est sûr que le genre, c'est pas la meilleure des idées. 13-15, je dois vous avouer, je n'ai pas encore assez d'expérience pour évaluer. Puis j'aurais pas nécessairement de problème cette année. Je regarde là, je me mets vraiment cette année, j'aurais pas de problème à évaluer, à avoir des filles sur le terrain. C'est pas pire. Mais je sais pas. 13-15, je suis encore mitigé. Là, j'ai juste un complément d'information. Excusez, là, je ne vais pas toujours interrompre comme ça, mais moi, je trouve que personnellement, 13-15, c'est justement une période charnière. Hein, parce que si on sort d'Ultimate, le développement de l'adolescence, c'est une période importante pour plein de raisons chez un jeune. Puis il se passe plein d'affaires. Puis il y a beaucoup de défis là-dedans. Déjà, là, sans même qu'on inclut les loisirs, les sports, puis les interactions avec les autres personnes. Moi, je pense que c'est une période qui devrait être protégée. C'est mon opinion. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est capable d'avoir cette fille? Peut-être que non. Peut-être qu'on a effectivement un problème. Mais mon opinion, c'est que ça serait 13-15, ça devrait continuer d'être mixte, puis on devrait l'encourager le plus possible pour que justement, ce ne soit pas une période où est-ce que, oups, d'un coup, là, les filles sont mises à l'écart, puis les gars veulent monter des équipes tout seuls dans leur coin. Je ne sais pas si ça arriverait, mais j'essaierais de faire en sorte que ça n'arrive pas. Là. Moi, j'ai une piste de solution. Vas-y, un club qui aurait la difficulté à avoir des filles ou on va faire le contraire, un club qui aurait trop de garçons pourrait avoir la possibilité de monter un club mix, puis après ça avoir un club, pas un club, mais une équipe mixte. Et s'il y a une équipe mixte, il y a l'autorisation de faire une équipe genrée. Ça serait le compromis. Donc, si tu es capable d'avoir 2 équipes mixtes, peut-être que tu serais capable de faire 2 équipes genrées par la suite. Au moins, on essaierait quand même de permettre à tout le monde de jouer, mais le contrebalancement, c'est que tu as besoin d'avoir une équipe mixte pour pouvoir aligner une équipe genrée. Ça pourrait être une solution de transition pour
donner du temps puis faire en sorte de développer le sport aussi pour engendrer plus de filles dans les équipes. Là. Puis l'équipe genrée, ben, je jouerais avec les autres équipes genrées. Là. Je ne dirais pas jouer contre les équipes mixtes. Est-ce que, juste pour préciser peut-être ta solution, Johan, est-ce que tu peux dire pour quel niveau d'âge tu ferais ça? Ah, ben, je vous donne une solution. Mettez-les dans la catégorie d'âge que vous voulez. Là. Le but pour moi, comme toujours, j'ai toujours dit, ça prend des jeunes qui lancent du plastique dans le parc. Là. Fait que vos contraintes d'âge, je vous les laisse les gérer. Ouais. Juste, Johan, dans le fond, aujourd'hui, on veut un peu avoir votre input. Est-ce que pour toi, il n'y a pas de contraintes sur l'âge, le concept pourrait être appliqué à tous les niveaux, ou c'est juste que tu ne veux pas trancher? Parce que oui, éventuellement, UGM va prendre une décision, mais l'idée, c'est d'aller vous consulter. Fait que si jamais tu as un input sur l'âge, ça serait apprécié. Sinon, tu as le droit de ne pas en avoir. Mais... Ben, mon input, c'est simple. Ça prend du monde qui joue dans les parcs. Okay, bon. À chaque fois qu'on va brimer quelqu'un de ne pas jouer, ça a un impact sur notre sport. La personne qu'on brime de ne pas jouer, peut-être qu'il y a une sœur, peut-être qu'il y a une cousine, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font en sorte qu'il va pouvoir amener d'autres personnes dans l'Ultimate. Okay. Basé sur ça, moi, tout le monde devrait jouer à n'importe quel âge. Puis l'équipe qui est mixte à un tournoi, les gars, disons, qui jouent mixte, peut-être qu'à l'autre tournoi, ils vont jouer genré. Les coachs devraient penser à ça, les faire varier pour pouvoir les faire jouer et évoluer dans différentes sphères d'application. Puis, il y a du monde qui ont été payés pour faire des DLTA au Québec comme au Canada, puis les DLTA ne s'entendent pas. C'est pas moi qui va trancher de quel côté, si c'est genré ou pas. Réponse à la question? Oui, merci. C'est pour ça que j'aurais aimé ça avoir l'avis de Jesse, qui a écrit le MTA québécois. Mais là, moi, je suis quand même assez mal à l'aise qu'il n'y ait pas assez de femmes d'abord, mais aussi de filles qui sortent de leur cursus, là, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ça serait vraiment intéressant de les avoir autour de la table parce que là, c'est bien facile, je trouve, pour nous autres de se prononcer. Oui, là, on est une gang de gars sauf Joël. Peut-être pas. J'ai fait du sport tout le temps, fait que moi, j'ai jamais été gênée de continuer. Fait que peu importe jouer avec les gars ou pas, ça me dérangeait pas. Fait que c'est pas non plus le profil. Oui, puis avant de laisser Joe embarquer, là, mais peut-être que dans nos actions, ça pourrait être intéressant, justement. Je pense qu'on a un bassin. Là, Johan, je vais me revirer vers toi, mais on a des filles avec Titan qui sont dans l'Ultimate souvent depuis plusieurs années, qui ont progressé à travers l'Ultimate, puis peut-être d'aller chercher un peu leur input, puis de réfléchir ou juste au moins de les consulter, de savoir comment ils l'ont vécu, leur parcours dans l'Ultimate. Est-ce que pour eux, c'est important d'être mix au début, puis de m'amener ce genre, de devenir genré, d'aller chercher le pouls-terrain de ces jeunes-là? Ben, l'idée est bonne. C'est peut-être qu'on pourrait faire avoir une série de questions ou d'arguments à leur poser. Mais c'est sûr que les filles qui sont rendues à 18-19 ans, oui, ils ont touché aux deux, mais moi, je les appelle les exceptions aussi. Là. C'est peut-être plus poser des questions aux filles qui rentrent maintenant, qui ont 16-17 ans. Parce que ceux qui ont fini ou pas loin, c'est des maniaques. Là. Donc, un peu comme Joël, ils s'en balancent un peu. Donc, oui, j'aurais dans ma tête. Dans ma tête, j'ai certaines filles que je côtoie qui sont plus anecdotiques dans le sport, là, qui viennent jouer au frisbee et qui ne font pas d'autres sports. Fait que je pourrais les consulter, celles-là, pourquoi ils sont venus à notre sport et non pas à d'autres. Mais les jeunes filles que vous avez dans vos clubs là, qui ont 9, 12 ans, 13 ans, c'était ceux-là aussi à aller chercher et à parler à leurs parents. Il faut aussi le lien familial aussi en est pour quelque chose, pour la continuité du sport. Là. En fait, c'est quasiment plus important de parler à ceux qui, comme Johan vient de le dire, qui embarquent de façon anecdotique ou qui ont débarqué du sport. C'est à eux qu'il faut qu'on parle. Là, parce que les Nina et Loire, c'est un peu comme des Joël. Là, je veux dire, ils vont continuer à jouer, peu importe. Là. Mais des filles qui s'étaient inscrites puis que ils font la pratique, mais ils ne font pas les tournois. Ou c'est ces filles-là qu'on veut savoir pourquoi, c'est quoi la raison, puis comment on peut s'assurer qu'ils restent dans le sport ou qu'on leur fasse une place. Là.
Là, je suis désolé, j'ai pris la place à Jonathan. Pour ce qui est de l'âge du genré, j'ai pas beaucoup d'input, puis je pense que vous avez amené des vraiment bons points de consulter ces personnes-là justement qui ont quitté ou qui sont rentrées. Moi, c'était plus pour un commentaire par rapport au mixte. Je pense que si on force pas les gens à jouer mixte, il y a des bonnes chances qu'on n'ait jamais vraiment plus de filles qui jouent. Je pense que si on... après ça, j'ai jamais été dans le monde du sport junior, là. Mais je sais que dans les ligues, disons, de l'UGM, quand on a rendu le 4-4 en mix 2-2, au début, ça chialait, mais ultimement, on a fini par tout s'habituer. Le 7-7, là, c'était nouveau, mais là, j'ai pas eu vraiment de feedback de ce côté-là. Mais j'imagine qu'un jour, on va se rendre aussi au 5-5, mixé, le 3-2, puis 2-3, 3-2, 2-3, etc. On dirait que j'ai envie de dire que si on force à jouer mix, puis que les équipes doivent avoir une fille, puis que c'est leur seule façon de jouer, ils vont s'arranger pour en trouver. Après ça, c'est des quartiers. Est-ce que... J'ai de la misère à croire qu'on n'est pas capable de trouver le nombre minimum de filles pour jouer. Puis décidément, ça va être une période qui est difficile parce que pendant un certain temps, on n'a pas les filles ou ils sont pas au même niveau parce qu'ils commencent. Mais c'est un truc qui permet de progresser, puis que dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est peut-être plus un problème. Super, merci Jonathan. François? Ça fait une couple d'années que je le fais dans les différents clubs que je coach et quand je fais des équipes filles, je demande aux filles, est-ce que vous voulez jouer ensemble? Si j'ai 5 filles, est-ce que vous voulez jouer ensemble? Puis, ou je vous divise avec les autres. Et la plupart du temps, ils vont dire, on joue ensemble. Que ce soit niveau U13, U16, les filles veulent jouer ensemble. Au niveau du développement, je pense qu'elles touchent beaucoup plus de disques en étant juste des filles, parce que les gars, il faut être constamment sur leur dos pour leur dire tu laisses le disque à une fille, il faut que tu fais des passes aux filles au lieu de leur laisser jouer le jeu. Quand si ça devrait être un gars à prendre le disque, pourquoi faudrait qu'il fasse le tour? Regarde, au niveau développement, je pense pas que c'est une bonne chose. Je vois plus d'avantages à ce que ce soit genré que mixte. Je le vois à chaque année. À partir de quel âge? À toutes les âges? Regarde, j'avais une discussion avec Agnès qui disait que les filles sont aussi bonnes dans l'U13 que les gars au niveau de développement, au niveau de la maturité. C'est vrai que les filles sont plus grandes. Et à ce sens-là, pourquoi pas faire juste du open? Tu fais du open, c'est pas mix, mais tu as des filles et des gars qui jouent. Si c'est une question de maturité ou des choses du genre, l'open fait en masse la job. On n'est pas obligé de classifier ou catégoriser en 1, 4, 2, 3, ou peu importe. L'open accepte les filles. C'est dans la définition. Comme moi, je l'ai déjà dit, le mix devrait être le plus haut niveau, mais le plus haut niveau de jeu. Mais pour ça, il va falloir le valoriser. Mais c'est pas en le forçant, c'est en disant que le développement va se passer en genré. Mais si le meilleur joueur d'Ultimate va être un joueur de mix parce qu'il est capable de s'adapter aux différents joueurs qui sont sur le terrain. Donc, ce serait open en U13 puis genré en U16 définitivement, mais avec le tournoi qui dit les meilleurs. Si on a affaire à un championnat ou un tournoi étoile, ben c'est du mixte pour valoriser cet esprit que l'Ultimate, on est capable de jouer en mixte et que tout le monde est égal là-dessus. C'est pas juste comme les filles font juste des dish ou ils font juste attraper la passe dans une zone, là, ce qui se passe présentement. Là. Les filles ne se développent pas parce que au niveau confiance, au niveau développement physique, au niveau technique, sont souvent en retard par rapport aux gars. Dès que tu as une fille qui est un peu meilleure, ben, OK, elle va prendre, mais toutes les autres, ils ne touchent pas de disque. Ça va leur prendre 4, 5, 6 années avant de
d'avoir la confiance pour prendre le disque puis de faire des passes. Et c'est 6 années de perdu, ça, à mon avis. Merci, François. Là, il reste 3 autres mains. On a pas mal presque fini le temps qui était alloué. Fait que je propose qu'on passe ces 3 mains-là, puis après ça, on pourra passer au prochain point. Fait que je pense que c'est Frank que ça fait plus longtemps. Oui. Oui, merci. En fait, c'est des super bons arguments, François, quand même. Puis je trouve ça challengeant. J'avoue que c'est une problématique difficile. Mais moi, je continue de penser quand même que je trouve qu'on est en. C'est un problème qui arrive, là, vraiment, qu'il y a des garçons qui ne jouent pas avec les filles. Ça arrive vraiment. Puis effectivement, ils touchent à moins de 10, ça arrive aussi. Mais je trouve que c'est un problème de coaching. C'est parce que c'est le problème du développement du joueur qui a moins d'expérience ou qui était peut-être un peu moins bon qu'un autre parce qu'il commence. Il arrive aussi entre les garçons. Il y a aussi des garçons qui arrivent qui sont moins bons que d'autres, puis ils n'auront jamais le disque, puis ils ne vont pas se développer. Fait que, selon moi, on est en train de reposer un problème de coaching, puis de le déplacer sur le genré pour trouver une solution, je vais appeler ça facile pour les coachs. Mais en réalité, le problème qu'il faut régler, là, c'est que les joueurs sur le terrain, ils doivent comprendre que en jouant avec tous les joueurs, ils contribuent au développement des autres joueurs et donc ils vont avoir aussi des meilleurs coéquipières autour du jeu. Pour résumer mon point, grosso modo, là, c'est ce que je pense. Il y avait Jonathan qui avait la main levée, mais je ne sais pas si c'était l'ancienne main ou si tu avais une nouvelle intervention, Jonathan. Jonathan. Ben, vas-y, Christian, puis s'il revient, regarde, donne-moi un droit de parole. Entre-temps, c'est 12-3 pour Mephisto. Je voulais juste peut-être rajouter, puis comme d'habitude, vos points sont extrêmement bons et d'un côté et de l'autre, ce qui rend la chose difficile. Puis en fait, pour vous donner mon scénario idéal aurait été de faire cette rencontre de cette fin de semaine un peu plus tard, qui m'aurait donné le temps d'avoir des informations de qu'est-ce qui se passe dans d'autres sports, notamment avec l'aide des Galaxions ou de filles actives ou des choses comme ça. Parce que, évidemment, je suis pro les filles dans le sport et faire le maximum qu'on peut. Faut juste c'est ce qui est intéressant. Ce qui serait intéressant à avoir, dans le fond, c'est de savoir est-ce que d'avoir du mixte favorise les filles dans le sport ou c'est plus facile de recruter des filles dans un sport quand c'est engenré? J'ai fait la demande à la FQ pour qu'ils puissent aller chercher ces informations-là. Malheureusement, on ne les a pas pour cette fin de semaine-ci. Normalement, on devrait les avoir pour la fin de semaine du 23-24 octobre, les discussions qui vont avoir lieu au camp de développement. Parce que, évidemment, vos commentaires, vos opinions, vos expériences sont hyper pertinentes. Mais j'aimerais ça qu'on se base sur celle-ci, mais aussi sur qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis là j'ai juste l'impression qu'on a notre vision puis notre façon de faire, mais on n'a pas nécessairement l'historique de ce qui a été fait ailleurs. Fait que je voulais juste préciser qu'on va aller chercher ces informations-là puis que ça va peut-être alimenter un peu notre conversation. Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on trouve de solution. Moi aussi, j'avais pensé un peu à celle que Yoann vient de dire, là, d'avoir... pour inscrire une équipe open, ben, tu es obligé d'avoir une équipe mixte qui favoriserait d'avoir au moins un minimum de filles. Mais je me questionne à quel point est-ce que c'est la bonne façon de faire le mixte ou pas. C'est ça. J'ai pas de solution. Puis moi, je suis un joueur qui préfère jouer en mixte. Là, fait que je suis un peu biaisé parce que j'aime beaucoup le mixte. Mais mon défi, c'est de savoir est-ce que c'est la meilleure façon de recruter des filles et de développer des filles. Un peu pour s'appuyer sur les arguments que François Lavigne disait aussi. Là. Fait que moi non plus, j'ai pas de solution. Je suis désolé. Christian, peux-tu rajouter quelque chose? Oui. Bien sûr. Dans la prise d'information que tu as demandé à FQ, est-ce qu'on peut aussi qu'ils ne ratissent pas juste les territoires québécois, mais qu'ils ratissent du territoire canadien, anglais et américain? Oui, c'est un bon point. Ouais.
Mais en fait, c'est ça, j'ai demandé qu'ils aillent voir avec Égal Action pour s'il y avait des études qui avaient été faites, mais en effet, je n'ai pas précisé, pas nécessairement juste au Québec, là. Mais absolument. Puis la solution proposée, c'est une solution temporaire aussi, là. Ça permettrait d'avoir du monde qui joue, puis on se reposera peut-être la question l'année prochaine sur une autre façon d'y arriver pour favoriser encore plus le jeu féminin, là. Oui, ben, ce que j'aimais de cette solution-là, c'était que c'était un peu moins. Tu sais, parce que si on prend la décision de passer, OK, bon, ben, tu sais, que ce soit U16, U13, peu importe le niveau, bon, ben, ce niveau-là passe en genré. Puis après ça, on se rend compte que, ah non, finalement, on a fait une erreur. Ben, je trouve que ça démontre un peu. Ça démontre un peu Manque de vision. Pardon? La vision à long terme ou la c'est juste que planification? ça fait un peu broche à foin. C'est comme, on va essayer ça cette année. L'année prochaine, on revient. Fait que ça fait un peu moins. Fait que dans une solution où, non, on est en mixte, mais on vous permet d'avoir des équipes open, ben ça souligne qu'on est en mixte. Dans le sens que le format par défaut est en mixte jusqu'à preuve du contraire. C'est juste qu'on comprend qu'il y a plus de garçons qui veulent jouer. Donc, on donne l'option d'avoir des équipes open aussi. Petite parenthèse, ça risque d'apporter des problèmes au niveau des horaires et des disponibilités de terrain, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ouais. OK. Est-ce que c'est bon si on passe au prochain point pour tout le monde? Un commentaire sur ça, excusez-moi. Oui. Une chose qui pourrait aider, c'est que dès le début de la saison, les tournois sont identifiés. L'envolée, exemple automnal, c'est juste du mix. Tel tournoi qu'il va y avoir au mois d'août, ben là, c'est du open et mix. Et là, ça permettrait déjà de gérer les attentes avec les parents et les joueurs. Regarde, j'en ai beaucoup, j'ai 100 gars, disons, puis j'ai juste 20 filles. Ben, mes gars, tel tournoi, c'est sûr que tout le monde va pouvoir jouer. Ça permettrait de proposer un plan plus structuré aux parents ou au club. Voici les tournois que nous avons et dans lesquels nous allons pouvoir mettre le maximum de joueurs ou pas, là. Ouais. Ouais, ça me fait penser que je voulais aussi apporter la précision qu'on n'empêche personne de jouer en passant. Ce qu'on est en train de parler, c'est beaucoup par rapport au tournoi. Je comprends que c'est le point culminant d'une saison où c'est le bonbon, mais on ne force pas les clubs à refuser des garçons ou quoi que ce soit. Je veux juste préciser ça. OK. Là, Christian, je viens de réaliser qu'on avait aussi cette partie-là dans ce point-là, qui était les formats de jeu selon les saisons et les groupes d'âge. Je ne sais pas ça à quel point c'est en discussion ou en controverse dans le junior. Ben, je pense pas que ça soit. Je pense qu'il y a juste un aspect qui est peut-être plus en discussion, là, c'est par rapport au U16 en 5 contre 5 versus le 7 contre 7, parce que là, il existe quand même Arsenic qui, à moins que je me trompe, là, Johan pourra peut-être me corriger, là, mais Arsenic qui est peut-être plus jeune que du U19. Là. Et je me rappelle plus quand est-ce qu'on parle de division de territoire aussi. C'était-tu là ou c'était. C'est jeudi. Ah, c'est jeudi, OK. Parce que. Est-ce que tu veux qu'on prenne 5 minutes pour ce point-là ou on passe au prochain sujet? Ben, peut-être prendre un 5 minutes. Ben, en fait, c'est peut-être juste de confirmer, là, Johan, est-ce que Arsenic c'est du 13-15 ou ils ont plus que 16 ans ou plus? Ouais, on n'est pas dans le monde idéal encore, là. Fait que Arsenic, c'était l'entrée de gamme des joueurs qui voulaient éventuellement faire la compétition. Donc, c'est comme le club école de Titan. On ramassait en général du 14-19. Mais en général, le but ultime de ça, c'est de faire à peu près du 14-16 avec eux autres pour pouvoir les amener à Titan par la suite. Et oui, on évolue. Dans le passé, on évoluait juste sur le circuit 7 contre 7.
En pandémie, on a fait du 5 contre 5 avec eux parce que le circuit était moins demandant. Mais oui, mes Arsenic sont plus jeunes. Puis votre but, c'est que ce soit 7 contre 7, c'est ça? Arsenic sont plus jeunes et en 7 contre 7. Oui. Okay. Non, parce que là, avec les années, on s'en vient avec une formule hybride. Eux semblent, on va les aligner surtout. Ben, ils vont faire les deux circuits. Le but, c'est qu'ils touchent plus de frisbee, qui sont en mode l'apprentissage à plus grande vitesse. Donc, le 5 contre 5 apporte différentes choses que le 7 contre 7. Donc, ce serait un circuit hybride là, pour les jeunes d'Arsenic. Okay. Donc, puis là, le débat qui va rester, qui va être pour jeudi, là, mais c'est de savoir, dans un club école de 7 contre 7, qui devrait être accepté, puis la délimitation du territoire. Mais ça serait plus une discussion pour jeudi. Oui, je suis ouvert à dire que les jeunes qui sont à Arsenic, s'ils font du 7 contre 7 avec nous autres, puis on veut qu'ils fassent du 5 contre 5 sur ce québécois, pourraient possiblement aller retourner dans leur région ou dans leurs arrondissements pour faire le 5-5 là. Puis à ce moment-là, nous, on ferait du 5-5 avec Vortex et les joueurs Arsenic qui n'ont pas de région dans lesquelles ils ont un club. Oui, OK. Mais je voulais pas. Oui, ben, j'allais dire ça pourrait être discuté. Effectivement, je pense que c'est la discussion de jeudi, entre autres. Là. Je pense que c'est bien. Là, ce que je me posais juste comme question sur les formats de jeu en tant que tels, est-ce que ces formats de jeu-là qui sont là sont les formats de jeu FQ? Oui. C'est ceux qui sont aussi par la fédération? OK. C'est bon. Parce que je pense que de toute façon, comme la majeure partie des circuits, à part pour le U13, sont définis par la fédération, les tranches d'âge, tout est bien réglementé. Oui, il y a des possibilités de dérogation, mais c'est quand même assez restreint et tout. Donc, moi, j'aurais tendance pour ça à me taper sur le volet provincial. Puis je pense pas qu'il y a de nécessité à l'heure actuelle, à moins que je me trompe, de changer ça. Là. Oui, la seule chose que je dirais par rapport à ça, c'est que les décisions qu'on prend dans notre région n'ont pas besoin d'être les mêmes que les décisions qui sont prises dans la province. Puis c'est pas parce que je veux faire de la controverse ou parce que je veux aller à l'encontre de la FQ. C'est plus parce qu'on est potentiellement une des régions la plus développée au niveau de la structure du junior. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, nous, on passe à un autre format que le reste de la province n'est pas prêt à passer à ce format-là encore. Donc, il faut juste qu'on fasse attention que. En fait, il ne faut pas avoir peur d'oser essayer quelque chose d'autre en collaboration avec la FQ, puis en parlant avec la FQ, parce que c'est peut-être nous qui allons pousser vers ce changement-là qui serait bénéfique pour toute la province. C'est juste que toute la province ne serait pas prête encore. Je suis 100% d'accord avec toi. J'ai juste pas l'impression que dans le format de jeu, on a tant besoin de changer ou de pousser les choses là, c'est mon avis, mais oui, non, c'est ça, effectivement, là, c'est ça, c'était plus en général. Mais oui. Ouais. Excellent. Je pense que ça fait notre 5 minutes, Joël, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. Mais... Parfait. Prochain point. Puis là, je ne veux pas oublier qu'il y a des sous-points dans le prochain point. J'aurais pu y penser aussi. En fait, ça, c'est plus un point d'information, mais évidemment, vous êtes les bienvenus d'intervenir. Puis aussi, François Lavigne, là, qui était quand même impliqué au niveau du programme Espoir, n'hésite pas. Juste pour donner un aperçu, là, le programme Espoir, dans le fond, c'est orienté pour les 13-15 ans. Éventuellement, ce seraient ces athlètes-là qui représenteraient les régions pour aller aux Jeux du Québec. En ce moment, on n'est pas aux Jeux du Québec. L'AFQ organise le tournoi des régions habituellement vers la fin juillet, qui est à peu près la raison que cette date-là est prise. C'est que c'est en même temps que les Jeux du Québec actuels. Donc, c'est pour, dans le fond, habituer la communauté à ces dates-là.
Pour aussi vous tenir au courant, dans le fond, UGM est représentant de 4 régions des Jeux du Québec, notamment Lac-Saint-Louis, Montréal, Bourassa et Laval. Donc, en principe, les équipes qui représenteraient ces régions-là seraient des athlètes qui viendraient de ces régions-là, qui seraient les meilleurs athlètes qui viendraient de chacune de ces régions-là. Là, Arnaud, tu as une intervention? Ou... Non, je te laisse finir. Je vais te parler quand tu auras fini. Donc, ça fait quelques années qu'on a ce mandat-là En fait, cette année, c'était la 3e année que l'AFQ organisait le tournoi des régions. En 2021, c'était la première année que UGM a présenté 2 équipes pour les 4 régions qu'elle représente. On a fait une tentative l'année dernière, en 2020, pour le faire aussi, mais en temps de pandémie, ça allait un peu... c'était un peu contradictoire en fait, avec la vision de l'UGM, la vision de la région d'envoyer des équipes au tournoi. C'est pour ça qu'on a un peu annulé le projet. On a fait quand même des initiatives de sélection, mais bon, avec pas de tournoi, c'était moins intéressant. Cette année, on a réussi à présenter 2 équipes, comme je le dis, grâce, entre autres, à beaucoup d'implications de François Lavigne et des autres entraîneurs. Fait que merci devant tout le monde, François. L'objectif l'objectif avant la pandémie, c'était un peu ça, c'était de partir ce programme espoir-là ou ce programme d'identification d'espoir, d'athlètes espoir dès l'hiver. Chose que j'aimerais faire cette année. Donc, on a des plages horaires, au Stade Papineau que j'aimerais faire que dans le fond, les athlètes de toutes les régions sont invités à participer à une activité / pratique une fois par semaine cet hiver. Puis plus on se rapproche, dans le fond, de la date du tournoi des régions, bien, plus on ferait une sélection puis qu'on ferait une régionalisation de ces équipes-là. Donc, cet hiver, ça serait un peu invité à tous. Disons au printemps, invité à tous, mais aussi en même temps, on ferait de la sensibilisation pour leur dire dans quelle région ils sont, parce que souvent, les gens, ils ne savent même pas dans quelle région ils habitent. Contrairement à, disons, Montérégie, ben, tu sais que tu es en Montérégie, tandis que sur le territoire de Montréal, ben, les divisions sont un peu, j'allais dire aléatoires, là, mais dans le sens que c'est un peu particulier. Donc, des fois, les gens, ils ne savent pas exactement dans quelle région ils sont. Fait que cet hiver, on ferait recrutement de bassin, identification du territoire dans lequel tu es. Puis après ça, tranquillement, mettons au printemps, ben, là, on pourrait faire peut-être un peu plus une division puis un début de sélection, mais en même temps, on est encore en recrutement parce qu'idéalement, on aurait un RSEQ, on aurait quelque chose comme ça auquel on pourrait parler encore de ce programme-là. Et vers la fin de l'année scolaire, ben, c'est à ce moment-là que je ferai une sélection un peu plus formelle pour déterminer c'est quoi les équipes pour chacune des régions et après ça, faire quelques pratiques pour aller représenter les régions. Simplement pour préciser, ces athlètes qui sont identifiés comme espoirs, normalement, devraient évoluer dans un club également. Donc, ils ne sont pas juste dans l'équipe du tournoi des régions. Cette année, ça a été le cas là, parce qu'il nous manquait des gens. Fait que, bon, il y a des frères et sœurs qui ont été rapaillés d'un bord et de l'autre. Mais dans un monde idéal, ces jeunes-là sont dans nos clubs. Ils sont là pour être, entre autres, des ambassadeurs et des leaders de notre communauté et représenter notre région. Arnaud, tu voulais-tu préciser par rapport à ça? Non, mais en fait, j'avais un peu plus une question à savoir, l'idée de ce programme-là. Je comprends qu'ultimement, il y aurait la possibilité de participer au tournoi des régions, puis ça, je veux dire, la saison du jeune qui est identifié espoir culminerait au tournoi des régions, mais ma compréhension, c'est ça, c'est de dire c'est comme un tag qu'on mettrait sur certains de nos athlètes dans nos clubs locaux qui dit tu fais partie
d'un bassin de joueurs qu'on espère qu'il va monter à des niveaux plus élevés et tout. Mais est-ce que ça ne devrait pas aussi s'accompagner d'une offre de services complémentaire au club local? Peut-être, je lance des idées, là, mais mettons un practice week-end une fois par mois pour ces jeunes-là qui se regroupent tout le monde ensemble. Ou, mais pas juste sur notre saison d'été. Comme tu dis, on commence à faire l'identification à l'hiver. Puis là, tu dis identification en faisant mettre tous les jeunes dans une activité et tout, mais je pense que les clubs locaux aussi pourraient identifier les jeunes, pas me faire ça ouvrir à tout le monde, mais mettons, moi, j'ai 15 jeunes que je pense, on pourrait dire, OK, ben, je t'envoie 15 jeunes. Puis c'est ces 15 jeunes-là qui sont là. L'année prochaine, je t'en envoie un de plus, puis vous voyez si ça fait et tout. Puis après ça, pendant l'année, de leur offrir une offre de service complémentaire. Fait que ça, c'est un premier élément. Puis, deuxième élément, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ben, pendant que tu y penses, je vais juste réagir à ce que tu viens de dire, mais oui, absolument. Le programme Espoir, c'est pas juste le tournoi des régions. En principe, le programme Espoir, c'est justement c'est le début d'un parcours de développement vers l'élite. Donc, ces athlètes-là sont identifiés puis devraient bénéficier de certains supports, de certains programmes, de certains trucs de plus qu'un athlète habituel, là, si on veut. Donc, là, on commencerait justement avec ces pratiques, activités sur les plages horaires qu'on a. Parce que, comme d'habitude, un de nos défis, c'est toujours l'accès au terrain. Là, donc, plus les années, si on est capable d'avoir plus de services pour cette année, évidemment, ça serait le cas. Là, ça serait des programmes d'entraînement, des programmes à la limite nutrition peut-être, ou des choses comme ça qui pourraient les aider à justement s'assurer que ces athlètes-là. Mais, dans le fond, on part avec un bassin d'athlètes réguliers, mettons. On identifie des athlètes espoirs, puis de ces athlètes espoirs-là vont venir des athlètes. Là, j'ai un blanc, mais après, c'est élite ou. Ouais, c'est ça. C'est relève, je pense, le programme C'est ça, U19 de l'AFQ. Espoir, relève, élite, puis il y en a un autre après. Juste avant de laisser François Pionne, j'ai retrouvé mon dernier point. Puis, entre autres, un des éléments que je verrais liés à ce programme-là, c'est le fameux camp de développement de l'AFQ. Parce que là, le camp de développement de l'AFQ, cette année, on n'était pas capable d'identifier nos programmes espoirs. Fait que, moi, je vous le dis tout de suite, là, je l'ai envoyé à mes jeunes. J'ai des jeunes probablement pas espoirs qui ont été les premiers à s'inscrire. Puis comme il y avait juste 25 places, il y a des bonnes chances qu'on ait noyauté le camp de développement avec une bonne partie des tomates. Ça va être une belle sauce de tomates. En tout cas, moi, puis là, je veux dire, je pense pas que c'est une bonne chose parce que je pense que c'était plus destiné à une clientèle espoir. Mais en tout cas, je sais qu'il va y avoir plein de jeunes là qui n'ont peut-être pas raison d'être. Fait que ça fait partie de la coordination avec la FQ que je pense qu'il faut avoir, de dire si on met en place dans notre région, mais que la FQ ne lance pas l'événement du camp de développement à tous, mais donne peut-être une préinscription au programme espoir régionaux, puis que nous, on puisse se dire j'inscris mes jeunes là, en tout cas, bref. Voilà. Encore plus quand les places sont limitées, là, en effet. Là. Ouais. Oui. On va donner le droit de parole. Là, je ne sais pas si c'est François ou Johan en premier, par contre. Toujours François le premier. François Lavigne. What? C'est drôle. C'est juste une clarification. On développe notre programme Espoir, on ne fait pas juste s'ajuster. C'est l'idée derrière ça, là. Donc, on va développer notre propre programme Espoir qu'on va gérer, là. C'est ça l'idée. Je comprends pas ta question, mais. Pour moi, présentement, le programme Espoir, c'est un programme d'AFQ. OK? Puis nous, ce qu'on a, c'est de monter une équipe puis de l'envoyer au tournoi des régions. Tout ce qui est normalement athlètes identifiés, c'est la FQ qui devrait à un moment donné s'en occuper, qui vont leur offrir des services d'encadrement au niveau psychologique ou peu importe, là, avec tout leur programme relève et tout ça. Là. Mais est-ce qu'on se développe notre propre programme espoir aussi? C'est ça l'idée? Ben,
c'est la responsabilité de la région de mener ce programme espoir-là. C'est sûr que ça va être fait en collaboration avec la FQ, puis on veut faire quelque chose qui se colle à ce qui se fait dans les autres régions. Mais ça, c'est un très bon exemple de il ne se passe pas grand-chose, dans le sens que les autres régions ne sont pas rendues là encore. Là. Ils n'ont pas les ressources pour être là. Donc, on est un peu le cobaye ou le sentinelle qui va peut-être un peu développer, puis les autres régions vont probablement s'inspirer ou corriger les erreurs qu'on fait, là, les deux. Mon point est dans le même sens aussi. Là. Aussi, je voyais ça, c'est un programme provincial et non pas régional. Donc, à ce moment-là, est-ce que la FQ va nous donner un cahier de charge à savoir qu'est-ce qu'ils entendent qu'on développe, puis on amène ça à quel niveau? Ou on est vraiment les précurseurs, puis on pose dans le tas? Alors, on est les précurseurs. Le cahier de charge, j'ai l'impression qu'on va le développer avec la FQ. Comme je disais tantôt. Là, puis, je veux dire, c'est pas je pense que c'est une bonne chose aussi parce que comme ça risque de se coller à la réalité du terrain plutôt que de se faire imposer des choses que des fois, ça peut être voué avec des bonnes intentions, mais que sur le terrain, ça ne fonctionne pas ou dans la région, ça ne fonctionne pas. Donc, ça va être un travail conjoint. Johan, est-ce que c'était tout? Oui. Ouais. Il y a Frank aussi qui a la main levée. Oui, je m'excuse. En fait, moi, mon seul petit commentaire, c'était ça serait cool, tu sais, quand ça va se développer tout ça, puis qu'il va y avoir l'équivalent d'un screening ou des essais, tu sais, pour trier qui est vraiment espoir, qui ne l'est pas. Qu'il y ait une formule de développement pour une journée, parce qu'il y a quand même des gens motivés qui n'ont peut-être pas effectivement le niveau encore, puis qui ne seront pas sélectionnés, mais qui aimeraient ça quand même se développer. Qu'il y ait une formule de développement plus ouverte, on va dire. Tu sais, qu'il y a comme une modulation à 2 niveaux. Je sais pas si c'est clair, mon affaire. Mais ça, on sort un peu de la discussion, là. Oui, mais de la façon que, comme tu le dis, François, là, moi, ce que je verrais, c'est régionalement une identification des athlètes espoirs. Puis les athlètes qui ne sont pas nécessairement espoirs, mais qui veulent se rendre là, on pourrait, à l'intérieur des clubs locaux, avoir un genre de programme pour se rendre au niveau espoir. Là. Tu sais, ouais, c'est ça, dans le fond. Ouais, fait que les clubs on répond locaux... déjà à ça. Ouais, ben, oui, mais je pense qu'on peut faire mieux quand on aura défini c'est quoi espoir. Ouais. Parce que là, pour l'instant, comme je suis d'accord. On n'a pas tagué aucun. Ça vient après, dans le fond. Là, c'est ça. Puis je suis d'accord. Ma question arrive trop tôt. Espoir, là. Il est sur le terrain. Mais ouais. Ouais, ben, mais bon. Ce que j'entends, François, c'est que tu veux éviter qu'on ait une approche un peu trop élitiste. Puis, justement, permettre à des jeunes de se développer, même s'ils n'ont pas nécessairement les mêmes habiletés athlétiques que d'autres. Oui, en fait, je trouve que c'est super important qu'on développe l'espoir parce qu'aujourd'hui, ça manque vraiment. Là, puis on s'en rend compte, nous, avec certains jeunes dans notre groupe. Là, fait que vraiment, ça, c'est le plus important. Puis dans un deuxième temps, effectivement, je trouve que c'est important qu'on continue de faire de la place pour les gens qui vont être peut-être espoirs plus tard ou qui veulent vraiment en faire, puis qui puissent que l'offre soit adaptée. Mais c'est sûr que ça va venir après. Fait que ma question est un peu... je retire un peu ma question. Là. Arnaud a bien répondu, je pense. Ça va venir après, dans le fond. Mais c'est un peu, tu sais, en même temps, je pense que la façon que je vous propose de le faire, ça répond un peu à ça, dans le sens que cet hiver, moi, j'inviterais tout le monde, tu sais, ben, dans la mesure où on a la place, là, mais je me casserais un peu la tête pour inclure le plus de monde possible qui veulent participer à une activité espoir. Puis après ça, ben, l'entonnoir va se créer par rapport à plus on se rapproche de la saison. Là. Parfait. Là, il y a François, Johan, vous avez 30 secondes chaque, puis après ça, on va passer à la préparation équipe Canada. François en premier. Donc, juste pour bien visualiser, le joueur qui va être espoir joue dans son club local, joue dans son club régional et joue dans l'équipe, son programme, son équipe de tournoi de région. Donc, l'été va être très chargé pour eux autres. Là. C'est ça, c'est ce qu'on s'entend. Ouais. Ça peut être même au niveau printemps. En fait, son programme régional puis l'équipe tournoi des régions, pour moi, c'est la même chose. Parce que il faut, parce que c'est nos athlètes espoirs qui vont faire les deux. Ça va être discuté jeudi. C'est ça.
à la base, là, on est dans le format actuel où il n'y a pas d'équipe régionale à proprement dit, autre que le tournoi des régions dans le 13-15. Ben, présentement, il y a Arsenic, Titan, puis il y a Murmix. Qui sont officiellement pas des équipes régionales 13-15. Mais bon, je veux rien vous enlever, les gars. Là. Je sais que vous faites un excellent job, mais officiellement, des équipes 13-15 régionales gérées, chapeautées par l'UGM pour la région, il n'y en a pas nécessairement là, à l'heure actuelle. C'est pas une question d'être géré par l'UGM, c'est d'avoir un recrutement sur tout Montréal. Super, on regardera ça jeudi. Désolée de vous interrompre. Puis, Johan, tu as le droit à ton 30 secondes. Puis après ça, on passe au prochain point. Christian, je fais juste une parenthèse. On vient de le mentionner. Les camps de sélection espoir, il ne faut pas que ça soit ouvert à tous. Il faut qu'il y ait une présélection des clubs locaux en premier. Puis s'il te reste la place, tu es rempli avec d'autres joueurs. Ça va faire la même chose que la fédération. Là. On va se remplir, puis il n'y aura pas de place pour les gens qui ont le potentiel. Là. Fait qu'il faut que tu nous invites avant en premier. Très bon point. Merci. Sinon, je passerai à le point préparation équipe Canada. Un petit comme 8-10 minutes là-dessus. Ça risque d'être plus rapide, là, je crois. Parfait. 4 minutes d'abord. En fait, c'est Fish qui m'a soulevé le point, dans le fond. Avec comme vous savez, en fait, comme la plupart de vous le savez sûrement, il y a eu le Prospect Camp pour l'équipe Canada U19 qui a eu lieu à Laval. Et les tryouts vont avoir lieu au mois de janvier. Donc, Fish me demandait s'il y allait avoir quelque chose pour préparer ces jeunes-là au tryout. Ça aussi, c'était un pavé dans la mare parce que je n'y avais pas pensé, mais j'ai fait comme ah oui, c'est vrai que ça serait. C'est quand même notre rôle en tant que de région de pouvoir faire ça, de pouvoir permettre ce développement-là. Donc, mon idée, et je suis très ouvert à vos commentaires, évidemment, mais mon idée, c'est d'utiliser les terrains de Papineau justement pour préparer au tryout de Team Canada entre le mois de novembre et le mois de janvier. Après ça, ce serait les terrains qu'on utiliserait pour le programme Espoir par la suite. Donc, on prioriserait la préparation pour le Team Canada U19 en partant. Et ensuite, on utiliserait les terrains pour le programme Espoir. J'en profite avant de passer la parole et vous écouter très, très, très attentivement, que tous ces programmes-là, c'est des très belles volontés que UGM a et on veut vraiment que ça applique, mais je vais définitivement avoir besoin de votre aide entre autres, pour le recrutement des entraîneurs et tout ça, là. On va avoir besoin des gens sur le terrain, bien sûr. Là, fait que voilà, mon message est lancé. Je vous passe la parole maintenant. Là, François, je ne sais pas si c'était une vieille main ou si c'est Johan. Parce que les deux mains se sont relevées, moi, je pense. Ah, OK. Bon, peut-être Johan en premier. Non, OK, Johan alors. J'ai parlé à Fish aussi. Là, à un moment donné, elle voulait avoir plus de filles qui se présentent au Prospect Camp. Pour arriver à faire ça, il faut avoir une meilleure communication entre nous autres, dans le sens que ça serait fun d'avoir un calendrier officiel. C'est quoi les fameuses dates, mais pas une semaine d'avance. Qu'on puisse préparer nos joueurs, parce que des fois, on en perd des joueurs dans la saison, là, fait qu'il faut aller les rechercher. Fait que, si l'UGM ou quelqu'un peut faire un calendrier de la prochaine année, là, avec ce qu'on connaît, là, ça aiderait tout le monde à pouvoir focusser le jeune et le parent. On est toujours deux bébites, c'est une bébite à deux têtes, nos juniors, là. C'est parents et joueurs. Quand j'ai parlé à la Fiche sur ça, j'ai dit Fiche, je peux bien t'aider à trouver des filles, mais lesquelles qui sont là actuellement, donne-moi l'information, je n'irai pas cogner 3 fois à la même porte. Donc, il faut avoir aussi accès aux joueurs de notre région qui se sont inscrits, qu'on puisse focuser sur les autres qui ne sont pas inscrits, parce que notre temps est quand même limité aussi. Là. On est tous des bénévoles à un moment donné. Et puis, il ne faut pas que le joueur se fasse achaler par 3-4 personnes non plus. Là. Donc, ça va aller à l'encontre aussi de notre éthique. Oui, comme tu dis, François, pas François, mais Christian, il faut savoir qui va prendre en charge ce beau petit projet-là qui nous semble hyper intéressant. Puis il va être très rassembleur aussi pour un paquet de joueurs, mais encore là, ça nous prend des critères pour focuser sur les bonnes personnes pour pouvoir y aller.
J'imagine que tes critères, je vais probablement répondre à ma propre question, mais ma question est les critères, est-ce que c'est pour les athlètes ou pour les entraîneurs? Mais j'imagine que c'est pour les deux. Là, mais... C'est pour les deux. Ouais. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, le calendrier a été demandé avec la FQ au niveau. Nous, on a fait une première tentative d'un calendrier régional. C'est clair qu'il manque des dates là-dedans. Entre autres, le Prospect Camp, il n'était pas là-dedans. Mais c'est certain qu'on a dit que c'était une priorité au niveau. Ça a été communiqué au niveau de la FQ là, que c'était une priorité d'avoir un calendrier provincial pour des choses comme ça, pour qu'on puisse bien planifier nos trucs. C'est bon, je vais donner le bénéfice qu'en temps de COVID, c'était un peu particulier. Mais si au moins on partait de quelque chose qui était déjà établi, puis après ça, on le modifiait, ben ça aiderait tout le monde, je crois. Puis l'idée de pouvoir avoir une communication et accès à qui est déjà inscrit dans les activités comme ça, c'est hyper pertinent, j'adore ça. Ouais. Parfait. Yohan, j'imagine que c'est la même main que tantôt. On n'a pas d'autres interventions là-dessus. On serait prêt à passer au prochain point. Super. Non, moi, je me trompe, on est dans les temps, là. À peu près. À peu près. Une chance qu'on ait juste 3 clubs, par contre. Honnêtement, là. Mais oui, on est dans les temps. Donc, point encadrement. Donc, le point encadrement, évidemment, quand on parle de technique, c'est l'athlète, mais c'est aussi l'encadrement. Ce que j'aimerais qu'on discute ce matin, c'est justement c'est de se donner un peu une idée, parce qu'on l'a vu cette année ou cet été, avec le boom, surtout en U13, un des gros défis qu'on avait, c'était le recrutement d'entraîneurs. Encore une fois, c'était une année peut-être particulière à cause de la COVID, mais je pense que peu importe l'année, on aurait vécu une difficulté de recrutement parce qu'on a eu un boom vraiment incroyable au U13, qui est un beau problème, mais en même temps, ça amène... Je vais t'interrompre juste sur les points qu'on va discuter, puis après ça, on va rentrer dans chacun des points. Excellent. Donc, profil, je voulais voir avec vous, dans le fond, qu'on définisse le profil des entraîneurs, que ce soit l'âge, l'expérience, le type de personnalité, le genre, et ça par rapport à les différents groupes d'âge. Je voulais qu'on échange aussi par rapport au recrutement, si vous avez des idées par rapport au bassin de recrutement, à quel type d'accueil qu'on pourrait faire par rapport à ces entraîneurs-là. Et comment on peut s'assurer de faire une certaine rétention de ces entraîneurs-là pour qu'on bâtisse une clientèle qui va gagner de l'expérience. Puis aussi, au niveau des formations, la formation initiale, oui, OK, les prérequis, les formations qui vont venir en commençant, mais aussi de se casser un peu la tête sur comment on va faire évoluer ces entraîneurs-là, autant que les athlètes, on veut les faire développer, ben, la même chose au niveau des formations. Fait que, bon, là, j'ai listé quelques formations qu'on a, qui sont déjà dans notre éventail, là, donc facilitateur de partie, formation maison, les PNCE communautaires, PNCE introduction à la compétition, formation de premiers soins, formation continue régionale. Mais évidemment, je suis très ouvert à vos commentaires par rapport à est-ce qu'il y en a d'autres qu'on devrait ajouter et tout ça. Puis les standards d'encadrement, on a commencé à avoir un certain standard cet été. Donc, minimum pour tous les niveaux, les programmes locaux, les programmes régionaux, les coordonnateurs de club ou les coordonnatrices de club. Les standards auxquels je fais référence qu'on a fait cette année, c'est par rapport aux facilitateurs de partie qu'on a eu pour les tournois. Je pense que on est dans la bonne lignée, mais je veux juste voir avec vous si on continue là-dedans puis comment on peut s'assurer de le faire. OK. Là, il y a Frank et Yohan qui ont vu leur main pendant qu'on présentait les points. Est-ce que c'est un point sur le général ou ça va être quand on va être rendu à des sous-points que vous voulez intervenir?
Moi, je voulais parler de ça, là, des défis et les idées qu'on a autour de ça, mais si on n'est pas rendu là, j'attends. Ben, c'est qu'on va. Là, c'était plus la présentation générale, puis là, on va rentrer dans chacun de ces sous-points-là. On va attendre les sous-points. OK. Parfait. On commence avec profil des entraîneurs. Tu as fait aussi un document, peut-être que là, ça vaut la peine, Christian, ton fichier Excel. C'est petit, hein? Ouais, mais comme tu veux, là, ça peut être dans le PowerPoint, puis après ça, au pire, je le transférerai, là, c'est pas grave. OK, je vous écoute. Veux-tu que je commence avec le profil des entraîneurs? Ben, vas-y, c'est la main levée, parfait. OK. Bon. Fait que, tu sais, moi, je pense que, en fait, j'ai pas beaucoup d'opinions là-dessus, malheureusement, peu d'idées aussi, mais c'est sûr qu'on est confronté dans notre club au manque d'entraîneurs. C'est difficile à en chercher. Fait que mon opinion forte, c'est sûr que, selon moi, ça va passer beaucoup par les parents, puis les parents les plus motivés. Fait qu'il y a un travail à faire de sollicitation, puis de les encourager à embarquer. En tout cas, ça, c'est une opinion que j'aimais là. Je pense que vraiment les parents ont un rôle clé là-dedans. Ils peuvent se rendre loin aussi parce que des fois, des fois, ils ont plusieurs jeunes, des fois, le jeune se rend loin aussi. Moi, pour citer mon exemple, là, moi, j'ai 3 garçons. Mon plus jeune a 6 ans, puis il commence. Là. Fait que s'il joue encore plusieurs années, je pourrais être là un certain temps. Puis ma seule autre opinion là-dessus, c'est que je pense qu'il faut essayer de trouver une formule en escalier ou en petite bouchée, là, parce que, tu sais, par exemple, s'ils sont tous obligés de faire leur PNCE de 3 fois 3 heures, là, c'est quand même lourd là, comme processus. Là, je ne me rappelle plus c'était combien de temps, c'était 12 heures de formation, il me semble qu'on a fait. Il faudrait qu'on ait une version, peut-être pour le head coach, c'est important qu'il l'ait fait, mais peut-être des assistants coach, avoir quelque chose de plus permissif qui permet d'intégrer des parents sur une formation d'1 heure ou sur une formation, sur quelque chose d'un peu plus court là, comme formule. Fait que ça, c'était mes opinions, c'est tout. Arnaud? Oui, ben en fait, je suis assez d'accord avec François. Là, je pense qu'il y a un profil parent. Moi, ce que je pense qu'il faut aussi développer, c'est ce qu'on voit beaucoup dans d'autres sports. Là. Moi, mes enfants ont commencé au soccer dans le 6-12 ans, puis c'était des athlètes juniors. C'était des jeunes de 15, 16, 17 ans qui animaient les activités ou qui préparaient le plan de pratique, puis il y avait un parent bénévole pour aider. Fait que je pense qu'il faut trouver une façon d'aller chercher nos athlètes, puis là, c'est pas nécessairement programme espoir peut-être plus élevé, mais nos athlètes qui veulent manger du frisbee, puis les responsabiliser à redonner un peu à la communauté, puis à s'impliquer autant que ça peut être complémentaire là, dans du coaching auprès de plus jeunes. Je pense que c'est d'autant plus important de mettre en place ça dans notre région. Je pense que c'est à moi. Yoann, il y a une main levée encore. Christian, je ne la vois pas. C'est une Je vieille viens de main. la en fait. En fait, j'avais levé la main, mais oui, je suis d'accord avec François et avec Arnaud. C'est ça, je pense que par rapport à l'intervention de François, peut-être d'avoir des bouchées pour les formations, je pense qu'il y a un équilibre à essayer de trouver on veut donner des outils aux entraîneurs pour qu'ils se sentent assez confiants pour pouvoir être entraîneurs, mais on ne veut pas les surcharger non plus à l'entrée, puis que le ticket, dans le fond, pour devenir entraîneur soit trop important. Donc, on a un défi par rapport à ça. Je maintiens que la formation facilitateur, d'après moi, c'est un minimum, mais je pense que ça ne devrait pas être assez, mais en même temps, je suis d'accord que le PNCE communautaire, c'est peut-être un peu trop. Fait qu'il faudrait peut-être avoir une formation maison pour ceux qui veulent juste être assistants ou donner un coup de main à quelqu'un qui a peut-être un peu plus de formation. Fait que ça, il va falloir qu'on se penche là-dessus. Au niveau d'inclure les jeunes pour être entraîneur, je suis absolument d'accord. Puis de toute façon, je pense que ça pourrait être un élément justement pour t'améliorer dans ton frisbee que de l'enseigner. Quand on enseigne quelque chose, on est obligé de bien le comprendre puis de bien l'assimiler. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire partie d'un développement d'un athlète disons, plus haut niveau. Une
petite parenthèse par rapport à ça, mais une des idées que j'avais eues, justement, c'est, étant donné que une de nos plages horaires qui serait utilisée pour le espoir, ben, peut-être pas, ça marche plus ou moins pour le espoir parce que c'est un peu trop jeune, là, mais pour les athlètes qui s'impliqueraient ou qui voudraient se préparer pour la formation, ou pas la formation, mais les try-outs de Team Canada, j'aimerais ça que ces jeunes-là, en fait, j'aimerais ça donner l'opportunité à ces jeunes-là de coacher le U13 qui aurait lieu juste avant. Pour les inciter à le faire, je ferais peut-être quelque chose comme ce serait moins cher. Ta préparation aux essais libres de Team Canada serait moins chère, mais comme ça, tu t'impliques puis tu nous donnes un coup de main, puis on te paierait aussi pour être entraîneur. Mais c'est justement pour commencer cette mentalité-là dans la communauté de redonner aux plus jeunes, mais aussi de perfectionner en enseignant. Donc voilà. Je laisse la parole à Yoann. Pour y aller dans ce sens-là aussi, là, si les parents livrent leurs jeunes le mercredi ou le vendredi pour des cours ou des jeux à Papineau, les parents sont contraints souvent de rester là. Pourquoi pas offrir une formation en parallèle? Tu as une heure d'attente pendant que tu regardes ton jeune. Il vient faire une demi-heure ou tel soir une formation comme félicitateur, tel soir une formation pour ça, puis ils ne verront pas, puis ils vont te former à la fin de la saison hivernale, là. C'est une possibilité de faire ça en même temps. C'est le fun aussi d'avoir un calendrier des formations. Pas attendre d'avoir un calendrier puis des formations au mois de juin. C'est trop tard, au mois de juin. Ça prend des formations en novembre, décembre, janvier pour former nos futurs entraîneurs qui vont entraîner des U16 et moins. Absolument. Fait que tout de suite, boucler des formations, on va essayer de trouver du monde pour les remplir. On va en solliciter des gens là, qui n'aillent plus que moins. Là. Les jeunes ont du temps là. La saison est morte en général. Là. Puis pour revenir un peu comment on peut former nos bénévoles, entraîneurs, parents ou juniors. On a eu une discussion il y a quelques semaines là, sur la validité de l'académie de la fédération. Que personne ne considère qu'on peut donner ça à quelqu'un puis que la personne soit autonome. Peut-être qu'il y aurait une révision à faire de l'académie pour avoir un package plus détaillé sur les techniques ou les fondamentaux à enseigner puis comment les enseigner, qui pourrait être un bonus à ce plan-là, là, qui pourrait aider tous les professeurs d'éducation physique ou aussi nos jeunes entraîneurs ou parents qui deviendraient bénévoles par la suite. Là. Oui, un vrai clé en main, là, que quelqu'un qui ne connaisse pas, ouais, c'est ça, qui connaisse pas le sport, puisse le ramasser. Puis, ouais. Ça, souvent, l'information, tu as le cahier A pour le former, tu as un cahier B pour le formateur, et pour aussi un autre cahier C plus détaillé encore pour une personne qui est vraiment nulle. C'est ultimate pour les nuls, là, coach, mais ça va être le temps d'en faire un vraiment détaillé pour les fondamentaux de, on va dire, U14 et moins. Là. Initiation. Okay. Bon point. On va passer au prochain point. Sinon, on n'y arrivera pas, gang. Pour le recrutement, ben ça se retouche un peu aussi, le recrutement. Vous en avez déjà parlé. Y en a-tu qui ont des choses à rajouter là-dessus? Rétention, des points plus précis, Christian, que tu voulais mentionner? Ben, je suis content, évidemment, je suis content d'apprendre, d'entendre, dans le fond, les bassins que j'ai entendus, là, autrement dit, les parents et les jeunes eux-mêmes pour le bassin de recrutement. Évidemment, vos joueurs compétitifs aussi là, peuvent être un bassin de recrutement. Je pense où il faut faire, un des aspects où il faut qu'on fasse attention dans les critères de recrutement. Ça ne prend pas un champion d'Ultimate pour être coach de U13 ou même de U16. Ça prend, je dirais que ça prend même. C'est plus important d'avoir quelqu'un qui va être un bon animateur puis qui va rendre une pratique amusante et que le jeune va partir de cette activité-là avec un sentiment de wow, c'était donc bien le fun, puis il y avait un frisbee là-dedans quelque part, que d'avoir
un coach de niveau Team Canada qui va faire la super drill, mais que finalement, le jeune, il était soit dépassé par les événements ou pas ultra motivé parce que c'était pas nécessairement amusant. C'était pas axé vers le plaisir. Il y avait François. Frank? Frank, oui, désolé. Ouais, c'est correct. En fait, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'avancer, qu'on n'a pas besoin d'avoir des professionnels du Ultimate pour coacher, surtout dans les niveaux le plus débutants, dans le plus jeune en tout cas. Là. Ce que j'allais dire, c'est que des fois, par exemple, en tout cas, moi, je constate que quand même, dans les coachs actuels qu'on a, c'est souvent des parents d'enfants très motivés qui vont se développer quand même pas mal. Fait que je dirais pas nécessairement toujours les plus forts, mais quand même, là, dans on va dire le premier 15%, on va dire, de motivés puis de forts, on voit déjà qu'il y a une tendance. Fait que, souvent, la motivation, elle peut être associée entre le parent motivé puis le jeune motivé. Puis ce que j'essaie de dire là, c'est qu'il va y avoir un lien avec votre conversation de jeudi, parce que s'il y a une forme de cannibalisation entre arrondissements, on va aussi perdre des coachs par ça. Parce qu'un coach, moi, si mes jeunes, ils s'en vont tous entre 13 et 15 là, de jouer dans Villeray, mais c'est sûr que je vais arrêter de coacher probablement dans Rosemont. Fait que ça peut, je ne sais pas c'est sûr, mais il peut y avoir une incidence. Je voulais juste tracer un lien finalement entre les deux conversations. C'est un point important. Merci, François. Frank. Arnaud? Moi, j'aurais une question pour le recrutement, puis je vais m'adresser à Johan puis François Lavigne, là, qui ont des programmes 16-19, mais est-ce que vous pensez si en approche de saison estivale, là, par exemple au printemps, quand on commence à voir comment l'été de chacun des clubs locaux se dessine, parce que on ne se le cachera pas à l'heure actuelle, c'est vous qui avez le bassin de joueurs 16-19, est-ce que si on communique avec vous, on vous envoie, moi, mes pratiques vont être le mardi soir, j'étais à la recherche d'un coach. Par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait coordonner avec les clubs locaux qui ont des programmes 16-19, selon vous, d'aller faire un peu de recrutement, mais entre les arrondissements? Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'un coach soit seulement dédié à un club. Au contraire, plus qu'il va en voir, plus il va pouvoir amener l'expérience de tout le monde. Là. Puis, oui, puis mes soirs n'ont jamais changé. Hein. C'est lundi, mercredi et jeudi. OK. Merci, Johan. François? Tout à fait d'accord. Juste ma caméra, je ne sais pas, elle meurt, elle s'éteint d'elle-même. Là. Donc, c'est pas que je suis en train de dormir ou faire autre chose. Là. Oui, c'est sûr, communication, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va être discuté jeudi au niveau de nos programmes régionaux. Je pense que ça va. J'espère que ça va déboucher sur quelque chose de constructif. Là. J'ai perdu le point pourquoi je levais ma main. Oui. Donc, parents, recrutement parents. On pourra parler avec Marc aussi, mais je vais fermer ça. C'est pas tous les parents qui sont bons à coacher. Et il y en a qui sont motivés, qui veulent le faire, mais que on les veut peut-être pas dans le coaching. Va falloir, puis on ne sait pas dès le départ. Là, on le recrute, puis on se rend compte que ouf, c'est compliqué. Je ne sais pas comme trouver une façon d'évaluation ou je ne sais pas. Je lance mon vécu de ce que j'ai, j'en ai même présentement là. Où est-ce que ça marche pas là. Donc c'est beau recruter les parents et je suis 100% d'accord avec ça. Je le fais, j'implique tout le temps mes parents dans mes activités. Mais donner coaching à un parent, c'est une bonne chose, mais ça peut être parfois compliqué. Il y a quand même un risque que je partage avec François, là, puis je pense que de peut-être pas non plus, le parent, faut peut-être pas le laisser libre avec les jeunes en disant, comme d'entrée de jeu, tu es un parent motivé, go, on va te donner un groupe de 10, anime-les pendant 10 semaines. Là. Mais les parents peuvent jouer un rôle, je pense, de facilitateur ou
faire la discipline pendant que quelqu'un s'occupe de la drill ou de juste intervenir un peu à certains aspects. Je pense que c'est beaucoup là aussi qu'on peut jouer avec nos parents. Aider le déroulement de la pratique plus que nécessairement driller la pratique au complet. Je pense que ça peut aider aussi. Tout à fait. Parfait. Christian, une dernière minute, puis après ça, on switch à l'autre. Oui, en fait, je comprends votre inquiétude par rapport aux parents. Je pense qu'il faut voir ça aussi dans un aspect que ce soit des bénévoles ou des personnes payées, on engage ces personnes-là comme des coachs. Donc, ça prend quand on engage quelqu'un, ça prend une supervision, ça prend une description de tâche, ça prend une clarification de c'est quoi ton rôle, qu'est-ce qu'on s'attend de toi. Puis comme ça, c'est beaucoup plus facile de revenir ou de faire des ajustements. Puis, ultimement, ça ne marchera pas. Il y a peut-être des gens avec qui ça ne va pas fonctionner, mais ça va être selon des critères qui ont déjà été déterminés. Fait que ce que j'entends, c'est que ça prendrait peut-être justement un support pour les clubs locaux pour un coffre à outils qui dirait voici comment vous devriez encadrer vos entraîneurs, que ce soit des bénévoles ou des personnes qui sont payées. Fait que ça, je voulais peut-être juste souligner ça. L'autre chose que je voulais, pour les jeunes qui veulent coacher, je me demande que ce soit les jeunes ou les parents, là, mais quel truc qui pourrait être motivant pour eux parce que je pense, parce que je veux essayer d'éviter de donner des gratuités ou des rabais parce que ça dévalue un peu la valeur des programmes auxquels ils participent. Mais ce que j'ai pensé pendant que vous parliez, c'est peut-être d'avoir c'est soit un uniforme de coach régional ou quelque chose comme ça qui serait peut-être offert par l'UGM pour identifier ces coachs-là. Ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant et de valorisant. Là. Je sais que les jeunes, en tout cas, l'avoir témoigné juste mercredi quand Titan a remis ses chandails, c'est quelque chose que les jeunes ils mettent beaucoup de valeur à ça. Puis l'autre chose, je voulais dire un dernier truc. Je sais que là, ça vient de me sortir de l'idée. Ah oui, c'est ça. Peut-être de ne pas oublier, avec les clubs locaux, on parle du fait qu'on a de la difficulté à recruter. Il ne faut pas oublier d'essayer d'être le plus flexible possible. Là, si je prends un exemple de, disons, Titan, puis vous le faites peut-être déjà, là, mais je prends votre exemple dans le sens que vous avez 3 soirs de pratique. Bien évidemment, essayez d'être. Je pense que on aurait avantage d'essayer d'être le plus flexible possible. Exemple, un parent ou un jeune qui serait juste disponible une de ces soirées-là, d'essayer que ça fonctionne, que justement on le prenne, même si cette personne-là n'est pas capable de le faire pour tout l'engagement. Je pense que ça serait quelque chose qui serait intéressant. Évidemment, si tous les coachs changent à chaque soir, ce n'est pas l'idéal. Fait que c'est d'avoir un corps de coachs qui sont là pour le programme au complet, mais si on est capable d'avoir des gens qui nous aident de façon ponctuelle, je pense que ça, c'est une des façons qu'on va bâtir notre bassin d'entraîneurs. Johan, une minute? Oui, 30 secondes. exactement, Christian. Titan, c'est ça qu'on fait. On a des soirs dédiés pour des entraîneurs. Le mardi, par exemple, j'ai les joueurs du Royal. Le jeudi, ils ne sont pas là parce qu'ils s'entraînent, tout simplement. J'ai un autre coach. Une façon aussi peut-être de bonifier les entraîneurs futurs, c'est peut-être d'avoir des formations gratuites ou à moindre frais. Tu es entraîneur, voici les nouvelles formations qui s'offrent par l'Ultimate Canada ou peu importe le cadre, viens t'inscrire, on va te payer. Ça permet peut-être justement de continuer à avoir la connaissance puis les encourager à continuer à entraîner. Oui. C'est une bonne façon d'avoir une rétention. Là. Oui. Ça, on essaie de le faire le plus possible. Là. Évidemment, plus ça va grossir, plus ça va être difficile pour l'UGM de peut-être financer ça, mais c'est aussi peut-être de voir avec. Peut-être qu'il y a certaines formations qui c'est financé par les clubs, puis d'autres, c'est financé par le régional, puis d'autres par le provincial. Mais absolument, je suis d'accord. Parfait. En parlant de formation, là, Christian, tu avais déjà fait une liste de ce qu'on a déjà dans notre liste qui existe présentement. Formation continue régionale, c'est-tu une formation en tant que telle ou c'est l'idée d'avoir une formation continue régionale? Même chose pour formation maison, c'est des choses qui pourraient être faites. C'est pas défini vraiment.
La formation maison, on avait déjà eu une dans le temps de Claudine. Sûrement que c'est encore pertinent peut-être mettre à jour un peu. Mais en même temps, les formations maison, je pense que j'encourage chaque club à avoir sa propre formation maison, si ce n'est que pour expliquer un peu la logistique des pratiques, puis comment ça se passe, puis c'est quoi les standards du club. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être travailler sur une ébauche régionale et après ça, chaque club le localise, dans le fond. La formation continue régionale, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que ça se produise. C'est donner des occasions, idéalement 2 fois par année, où on regroupe les coachs ensemble dans la région pour des partages de bonnes pratiques ou des recherches de solutions par rapport à des situations qui se sont produites avec leur groupe, des choses comme ça, puis juste des échanges. On l'a déjà fait, mais c'était plus de façon ponctuelle. J'aimerais vraiment ça, qu'on soit capable de formaliser ça, puis de faire ça peut-être une fois juste avant la saison d'été, puis une fois juste après la saison d'été. Comme ça, on a la première, évidemment, ça serait pour juste un peu préparer les gens en vertu de la saison. Puis la deuxième, ça serait de bénéficier de toute l'expérience qui a eu lieu pendant la saison pour faire un partage, dans le fond. Parfait. Il y a Arnaud qui a levé la main. Oui, ben en fait, je m'en ai exactement ce que tu viens de mentionner, là. On l'a fait à l'époque de Claudine. On avait fait des demi-journées où on se rencontrait en gym, puis on se partageait des drills, on se partageait des bonnes pratiques. Puis je pense que le groupe d'entraîneurs en bénéficiait vraiment beaucoup. Donc, moi, j'encouragerais beaucoup à remettre ça en place. Là, c'est sur un terrain ou peu importe où, à quel moment, mais l'idée, c'est de mettre les coachs ensemble puis qu'on puisse se partager notre connaissance qu'on a, les bons coups, mauvais coups en termes de drill qu'on fait, puis qu'on les mette en pratique. Parce que c'est le fun de se faire expliquer dans un document un drill, mais c'est encore plus le fun de le vivre tout le monde ensemble. Fait que je trouvais que ça amenait quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Oui, puis comme vous le savez, là, parce que vous êtes pas mal tous des entraîneurs, là, mais chaque personne apprend de façon différente. Fait que c'est bien beau de l'avoir de façon écrite dans un document, mais c'est pas tout le monde qui va l'absorber de cette façon-là. Fait que je pense de l'avoir de façon écrite, d'avoir des explications et d'avoir des gens qui le mettent en pratique, ben c'est comme ça qu'on va réussir à progresser toute la gang, puis selon toutes les différentes façons d'apprendre de tout le monde. Parfait. Moi, j'ai une question un peu pour vous. C'est cette année seulement qu'on a imposé tous les coachs d'avoir fait leur formation facilitateur. Oui, c'est la première année. Comment ça a été perçu? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on devrait garder pour la suite? Je sais que c'est une petite formation, c'est une demi-heure, je pense que ça prend. Disons plus. Une heure? OK. En tout cas, chez nous, ça a super bien été. Là. Je pense que tous les gens qui l'ont fait l'ont trouvé pertinente, mais on a beaucoup d'anciens joueurs. Fait que c'était des parents qui coachaient dessus, puis c'est souvent des anciens joueurs. Fait que ils étaient déjà au fait, ça les a aidés un peu de voir le facilitateur de partie et tout ça. Fait que ça a quand même bien été. Puis je pense que la formule qu'on a mis en place aussi de la payer pour le coach avec un code rabais ou quoi que ce soit. Il y a des coachs motivés comme Frank qui l'a payé de sa poche, ce 20$-là. Mais il y en a d'autres que c'était parfait, c'était juste ce qu'il leur fallait. J'ai une formation de 30. Honnêtement, 1 heure, c'est long. Là. 30 minutes, je pense que ça se fait très bien. Là. Mais ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est d'avoir des formations peut-être un petit peu plus dynamiques. C'était beaucoup de la lecture, quelques cas, mais d'essayer d'avoir quelque chose, un mode plus dynamique là, de formation, ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais bon, ça sera dans la prochaine version. Oui, ben, c'est ça. Il y a des formations qui sont un peu plus théoriques comme celle-là, mais en effet, là, si on pouvait avoir des formations plus pratiques, ça serait le fun aussi. De mon côté, moi, j'étais agréablement surpris avec la réponse avec laquelle les clubs ont répondu à ça. C'est sûr qu'il a fallu courir après des gens et tout ça, mais il n'y a personne qui a levé de gros boucliers par rapport à ça. C'était plus, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, il fallait que je le fasse, mais tout le monde l'a fait. Tout le monde, puis ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment un minimum parce que ça démontre juste
l'état d'esprit que tu dois avoir en tant qu'adulte ou intervenant sur le côté du terrain. Puis je pense que c'est comme une étape minimum pour le maintien de l'auto-arbitrage puis de l'esprit du jeu. Là. Fait que merci de vos efforts. Dans une dernière minute, il y en a-tu qui ont quelque chose à dire sur les autres formations qui sont listées là? Tantôt, on a parlé PNCE, que ça pouvait être un peu long pour des nouveaux coachs. Ça, on l'a pris en note, mais y aurait-tu un autre détail à ça ou on passe au dernier petit point de cette section-là? Frank, tu l'as fait, le communautaire, je suis curieux, tu l'as fait en ligne, toi, pendant la pandémie? Bon, si tu parles, tu es sur mute. Excusez, j'étais sur mute, effectivement. Un grand classique 2021. Je l'ai fait en ligne avec, en ligne avec du monde quand même. C'était pas juste du texte, c'était vraiment une formation. C'était en ligne, oui. OK, c'était avec. C'était Sacha qui était lui-même en remote. Ouais, c'était en ligne, ouais, c'était le communautaire en ligne. C'était comme une téléconférence. Virtuel. Puis il fallait avoir. Pardon? C'est virtuel, puis pas nécessairement en ligne. En ligne, je pensais que c'est toi qui remplis des questions, mais là, il y avait un coach, puis vous étiez tout le monde en même temps. Oui, c'est virtuel, oui. Oui, exactement. On était en gang. Puis d'ailleurs, c'était Sacha qui le faisait, puis il était lui-même en formation du formateur. Là, fait qu'il y avait d'autres mondes en plus, il y avait des formateurs avec lui en plus, et qu'il y avait comme un double niveau d'évaluation, si vous voulez. C'était intéressant. Merci. Ma question est-ce que tu crois, là, on l'a fait en virtuel à cause de la pandémie. Moi, j'aurais tendance à dire, essayons de le garder en virtuel le plus possible pour la rendre le plus accessible possible, mais est-ce que tu as des opinions là-dessus? Ou? Alors, je pense que c'est vraiment très... selon moi, ça va être facilitant, puis même un facteur de succès si c'est en virtuel. Si ça va faire aussi en virtuel, parce que c'est 3 fois 3 heures, il me semble, ou peut-être même 4 fois 3 heures, je ne sais plus, mais c'est quand même lourd. Là. 3 fois 3 heures, OK. Fait que c'est quand même, c'est une grosse formation, puis cette semaine-là, juste pour dire, c'était comme 6 heures à 9 heures, donc, puis ma blonde, il a fallu que je la prépare mentalement, là, que les 3 soirs dans la semaine, là, les 3 gars, le souper, le dodo, les devoirs, c'est tout elle, là. Fait qu'elle était comme genre semi-monoparentale, là. Fait que, là, ça, c'est ma situation, mais je sais que pour beaucoup de monde, c'est quand même dense comme formation. C'est tout dans la semaine, Okay. Ouais, c'est ça. Fait que de le faire en ligne, c'est sûr que ça aide parce que là, c'est caméra ouverte, fait que ça c'était cool. Il fallait avoir la caméra, il fallait que la face soit là. Moi, je trouve ça super legit que ce soit le cas pour que les gens soient vraiment présents. Mais quand même, tu n'as pas à te déplacer. Tu sauves quand même sur des. En tout cas, moi, je trouvais que c'était facilitant, honnêtement, puis c'était une bonne idée. Il y a peut-être des gens qui préféraient l'avoir en présentiel. Moi, si j'avais pu faire en présentiel, j'aurais aimé ça aussi. Là, fait que je pense que les 2 formules pour exister. Okay. Super. Est-ce que excuse Joël, je me 10 secondes. C'est bon. Ben, en fait, je voulais juste savoir, est-ce que 3 fois 3 heures de soir, ça serait mieux qu'une fois 9 heures tu sais, genre un samedi? François? Frank? Est-ce que ça a coupé? J'ai pas compris la question. Tu t'as dit samedi? Oui, ben en fait, j'ai dit, est-ce que 3 fois 3 heures de soir, c'est mieux qu'une fois, mettons, 9 heures un samedi? C'est une excellente question. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais préféré. Je pense que j'aurais préféré 3 fois 3 heures, moi, personnellement, mais peut-être qu'il y a des gens qui préféreraient une fois. Okay. C'est une bonne question. C'est bon. Merci. J'arrête, Joël. Dernier point. Mais, attends, Joël, juste une dernière petite chose, ces formations-là. L'introduction à la compétition, là, ça fait longtemps qu'on le demande comme région à la FQ, là, le volet introduction à la compétition. Il n'y a plus de date. Je pense que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été donnée, cette formation-là. Okay. Elle n'a pas été virtualisée non plus pendant la pandémie. Il faut que ça soit en présentiel et tout. C'est 2 journées de formation. C'est compliqué. Puis c'est ce qui te permet au coach d'atteindre certains niveaux de coaching là, pour des équipes CUC et des choses comme ça. Fait que je pense que ça serait important de ramener cette formation-là ou de ramener à la FQ l'importance d'offrir un peu plus de dates. OK. Excuse, je vais avoir une dernière question pour le communautaire. Pour ceux qui l'ont fait, ça s'adresserait à qui, d'après vous? Parce que là, on a dit que ça serait peut-être un peu lourd pour des nouveaux coachs, mais qui devrait faire la formation PNCE communautaire?
dans notre communauté, dans notre bande d'entraîneurs? Est-ce que c'est les entraîneurs qui viennent d'arriver? Est-ce que c'est ceux qui mènent un programme? Est-ce que c'est... Moi, mon opinion là-dessus, là, c'est qu'il faut, idéalement, il y aurait au moins un par club qui l'aurait, puis si possible par soir de coaching qui l'aurait. Ça serait l'idéal un soir. Donc, si je ne sais pas s'il y a 6 coachs ou 3 coachs qui coachent un soir, ben, évidemment, il y en a un là-dedans qui l'a. Puis qui peut amener ces notions-là. Ça serait ça l'idéal, je pense, le minimum en tout cas. Parfait, merci. S'il y en a qui s'objectent, dites-le, sinon je trouve que c'est tout à fait logique. Ça va un peu avec l'autre point là, des standards d'encadrement. Fait que c'est comme un par soir qui aurait une formation PNCE. Ça peut être un des standards qu'on voudrait mettre en place. Christian? Oui? Oh, pardon. Non, OK. Christian? Non, mais j'allais juste, excuse-moi, je pensais que quelqu'un avait levé la main avant moi. Je voulais juste dire, faire différence avec cette formation-là, puis je trouve que c'est important d'avoir quand même le facilitateur, comme on le disait plus tôt, mais aussi, on n'a pas parlé du background check, mais le background check, c'est important aussi. Mais c'est dans les standards aussi. Pour moi, c'est un minimum. Là. C'est comme. Oui, parfait. Tu travailles avec des jeunes, tu as un background check. Parfait. Dans le fond, ça, c'est l'autre. C'est vraiment petit, Christian. Hein, je pense qu'on va peut-être pas se lancer là-dedans pour le temps qui reste. Mais oui, le background il était identifié comme obligatoire. Ça serait dans les standards, le background serait obligatoire. C'est pas si Christian, en genre 2 minutes, tu veux présenter un peu ce que ça, ou y a si quelqu'un a quelque chose à dire? Ben, en fait, les exigences d'intervenants, ça vous avait déjà été présenté. Le but de peut-être aujourd'hui, c'est peut-être étant donné qu'on l'a fait cette année, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes encore d'accord? Est-ce qu'il y a des points que vous trouvez qu'on devrait être plus strict ou moins strict, ou etc.? C'est un peu plus de ce côté-là, là, dans le fond. Fait que là, pour l'instant, juste pour vous rappeler, là, cette année, on a surtout mis en place là, la formation de facilitateurs, que, comme on a dit tantôt, il y a quand même eu une bonne réponse. Au niveau des antécédents judiciaires aussi, j'ai essayé de vous communiquer le plus fréquemment possible, dans le fond, la liste des personnes qui avaient répondu aux critères le plus souvent possible. Juste parce que la réalité est que nous, on n'est pas tout le temps au courant de qui est en train d'intervenir sur vos terrains. Là. Donc, on vous demande évidemment votre coup de main et votre collaboration à ce que ces standards-là soient respectés. Là. Mais là, bon, les formations de premiers soins, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de les faire, mais je veux en faire cet automne. Je veux pouvoir l'offrir cet automne. Je vous écoute par rapport à est-ce que vous voulez qu'on fasse des changements par rapport à ça? Est-ce que vous voulez qu'on rende ça un peu plus strict ou un peu plus sévère ou un peu moins sévère? Il y a Frank qui a une main. Je ne sais pas si c'est l'ancienne main par contre. Encore une fois, le mute. Oui, pardon, c'est l'ancienne main. Je baisse la main. Je pensais l'avoir baissée tantôt, je comprends pas. Ah. Des fois, on la baisse puis on la réaccroche. En fait, j'ai pas d'opinion là-dessus. Moi, je trouve que quand même, je trouve que c'est quand même très bien déjà actuellement. Puis, je vais pas me faire d'opinion additionnelle. Parfait. Moi, j'allais dire, honnêtement, le facilitateur de partie background check, je pense que c'est parfait comme base pour tout le monde qui rentre sur un terrain de frisbee ou dans une activité ou pour encadrer un groupe de jeunes. Fait que je pense que ça, c'est la base. C'était bien correct. Si tu veux juste revenir 30 secondes au tableau, on l'avait mis en les recommandés. Mais ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'amener... là, on a dit, mettons, U13, OK, parents bénévoles, OK, c'était tout écrit. OK, c'est bon. Ça, c'est le document qui a déjà été partagé au club, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je me questionne à quel point je pense qu'il faudrait le revoir un peu, ce document-là, parce que c'est pas vrai qu'un parent bénévole U13, c'est vrai qu'on recommanderait toutes les formations qui sont recommandées là. Je pense qu'on en a trop recommandé. Mais OK, ouais. je pense qu'il y en a un peu trop.
Oui, exactement. Est-ce que, j'en profite parce que là, tu viens de le mentionner, là, que tout le monde qui a accès au terrain, ils ont besoin de la formation de facilitateur de partie et le background check. Je pense que la pandémie nous a permis un peu d'enforcer ça pour limiter l'accès au terrain pendant les tournois. Moi, j'aurais tendance à dire que je maintiendrais ça même après la pandémie, juste pour s'assurer qu'il y ait moins de trafic, puis il y ait moins de monde sur les sidelines, puis qu'on ait un peu plus de contrôle. Mais j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. C'est sûr que ça fait que les gens ils regardent les games plus du sideline, là, de la périphérie du terrain. Mais je pense que plus on va grossir le sport, plus ça va être quelque chose qui va être difficile à gérer là, si y a des parents, des mononcles, des matantes, des grands-mamans, des grands-papas qui amènent leur chaise sur le bord du terrain pour regarder la partie. Là. Fait que... Je suis d'accord avec toi tant et aussi longtemps que nos terrains permettent aux parents de voir les matchs. Parce que là, on a certains lieux où on n'a pas nécessairement d'estrade ou d'emplacement où les parents peuvent visionner le match. Puis là, ben, à ce moment-là, c'est plate un peu de leur dire venez au tournoi, mais by the way, vous ne pourrez pas voir vos enfants. Fait qu'il faut juste s'assurer de garder ça à l'esprit si c'est ce qu'on met en place. Ouais. Ben, oui, c'est un bon point. On essaie. Si on n'utilise pas tous les terrains, évidemment, on essaie d'éviter les terrains du centre qui sont des fois les plus difficiles à se positionner pour regarder la partie. Mais oui, en effet. Il y a Yoann qui a la main levée. Oui, Yoann? Oui, j'ai le tableau, c'est la première fois que je le vois. Fait que j'ai peut-être arrêté quelque chose à un moment donné dans les courriels. C'est possible de le renvoyer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui. Ça avait été partagé lors d'une TCA. Puis c'est dans les documents des clubs locaux, mais oui, on va le repartager. De toute façon, les notes que Joël est en train de prendre, merci beaucoup, Joël. En ce moment, on va les colliger dans un document, puis on va vous les repartager également. OK. Il reste à peu près 2 minutes à la plage horaire prévue. J'aimerais ça, on a nommé une couple d'affaires qu'on voulait qu'il soit fait prochainement durant le meeting. Là, j'essaie de les retrouver dans mes notes au fur et à mesure, là, mais si jamais vous avez des choses qui vous viennent en tête pour l'instant, on pourrait remplir les petites cases dans le tableau. Arnaud? Ouais. Moi, honnêtement, ce que je pense qu'il nous faut dans ce qu'on a discuté pour les derniers points là, sur les entraîneurs, peut-être une mise à jour du calendrier de formation. Je pense que ce serait des points importants, pas du calendrier, mais des recommandations de formation. Un petit guide ou une offre ou quelque chose pour encadrer des parents bénévoles. Je pense que pour aider les clubs locaux, c'est juste un petit document avant d'embarquer un parent bénévole. Voici ce qu'il devrait s'engager à faire, puis comment vous devriez l'encadrer comme club locaux. Je pense que d'aider nos clubs locaux là-dessus, ça serait super important. Comment des documents d'infos bénévoles? Oui, c'est en fait gestion des RH là, dans le fond, là, c'est un peu ça. Oui, beaucoup, là, on est des clubs locaux de bénévoles. C'est dur pour nous de mettre en place ça puis de se structurer. Fait que je pense que l'UGM peut nous aider beaucoup là-dedans. Dans les premiers points qu'on a discutés, il nous faut un input extérieur sur la question du genré. Je pense qu'on sera pas capable de trancher tant et aussi longtemps qu'on a pas. Extérieur, c'est un bon mot. Fait que, un input extérieur là-dessus. Je me rappelle plus c'est quoi le point qu'on a jasé entre les deux. Ah oui, ce qu'il nous faut, c'est puis je pense que ça va être essentiel. Tu l'as dit, Christian, ça fait partie des points que tu voulais mettre dès cet hiver. Puis peut-être que c'est quelque chose qu'on peut demander à Jessie de faire. Mais je pense qu'il faut détailler et structurer notre offre espoir. Notre programme espoir. Voici comment ça va se faire. Il y a une journée de try-out. Après ça, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans l'année, ces jeunes-là? Moi, j'ai beaucoup de parents qui me demandent OK, mais mon kid, il veut plus de l'Ultimate. Où tu veux que je l'envoie? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, c'est pas clair. Fait que je pense qu'il faut, à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose comme le programme Espoir, bien, que nous, régionalement, on définisse clairement c'est quoi les actions que l'enfant va vivre, qu'est-ce qui va passer, camp de développement, des journées de tournoi des régions. Je pense qu'il faut aller structurer ça.
c'est les points que j'avais notés tout au long de la rencontre là, comme nos priorités pour moi. Parfait. Johan, tu as le main levée aussi? Oui, je vais bonifier les discussions d'Arnaud. Quand il parle de calendrier de formation, oui, d'avoir un calendrier, mais aussi mettre des formations au calendrier, absolument. Oui, c'est ça. Deux Pas juste choses dire quand séparées. est-ce qu'il y en a, mais aussi de s'assurer d'en ajouter. Là, oui. D'en ajouter, puis de savoir d'avance pour qu'on puisse solliciter nos membres, nos jeunes, pour qu'ils s'inscrivent. Ça revient à la même chose aussi. Une fois que les inscriptions, il faut que l'information nous revienne, de savoir on doit solliciter encore qui ne sont pas là. Et ça fait l'information des deux sens. Oui, je partage ce que Johan vient de dire, là, juste pour. C'est comme le camp de développement. On reçoit un courriel de Dave qui dit sollicitez vos jeunes pour aller au camp de développement de l'AFQ, mais on ne sait pas qui est déjà inscrit, qui ne l'est pas. Fait que, moi, relancer un jeune qui est inscrit depuis la première journée, mais que ça fait 4 fois que je le relance, je trouve ça un peu dommage. Fait qu'il faudrait qu'on s'assure, quand on nous demande de relancer et d'inscrire des gens dans des activités, qu'on puisse avoir un retour de qui est inscrit dans nos clubs, puis justement qu'on puisse avoir cette information-là. Et je partage beaucoup ce que Johan vient de dire. OK. Moi, je lève ma main dans le sens que vous avez parlé de faire des drills 2 à 3 fois par année avec des entraîneurs, formation comme ça. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous accompagner et en faire, là, si vous avez besoin de personne pour ça. L'autre chose, c'était... Ça m'a sorti de la tête. Merci pour ta disponibilité pour les coach meetings. Je voyais ça, moi, les coach meetings, je vois vraiment ça comme interactif au maximum, là, dans le sens que c'est chacun, tout le monde arrive avec son expérience, puis on a probablement quelqu'un qui un peu dirige la chose, mais tout le monde intervient, puis tout le monde peut apporter des points. Puis, avec des genres de points de discussion prévus d'avance. Tu dis à chaque coach qui vient, pense au meilleur drill que tu as fait la dernière année, qui est vraiment pogné auprès des jeunes. Puis celui, un drill, un truc que tu voudrais montrer, puis tu ne sais pas comment le montrer. Puis là, tout le monde échange sur ces genres d'items-là ensemble. Exact. Puis on ferait aussi, pour un peu plus axé vers chacun des groupes d'âge où chacune des situations, ben, on l'adapterait, on dirait les adaptations par rapport au groupe d'âge aussi ou par rapport au genre des athlètes ou des choses comme ça. Ouais. Pendant ce temps-là, j'ai trouvé c'est mon idée qui me manquait. Ce serait aussi de chiffrer tous ces programmes-là en termes d'argent. Un jeune qui s'inscrit ou qui va se faire sélectionner pour l'espoir, qu'est-ce que ça implique dans son année? Là? Bon point. On a un sport quand même qui est peu dispendieux, quand même. Si on est capable de donner une fourchette de prix de sa saison, l'implication, le monétaire, ça va aider aussi à faire des choix pour les parents. Oui, c'est un bon point. Puis ça nous donne aussi un aperçu de peut-être où il y a des endroits qu'il y aurait peut-être besoin de subventions ou des choses comme ça. Là. Ou des programmes de subvention sans nécessairement subventionner tout le monde, mais si on est capable d'aider certains athlètes pour pas que l'argent soit un frein, là, autrement dit. Ouais. Exact. Là, c'est sûr que j'ai noté des choses aussi durant la réunion aujourd'hui. Fait que je vais vérifier les notes puis je vais peut-être rajouter des choses dans ces cases-là. Arnaud, tu as une dernière main levée? Ou c'est une vieille main? T'es plus mute, mais on t'entend pas. Il n'y a plus de main. Ça règle le problème. Oui, il n'y a plus de main. C'était mon erreur. Donc, on a pas mal fini le temps qui était prévu pour ce premier atelier-là. S'il n'y a personne d'autre qui a à intervenir, je conclurai ça là-dessus. Comme Christian a dit, j'ai pris plein de notes. Là, on va essayer de consolider ça, mettre ça peut-être un peu plus au propre que ce que j'ai noté en cours de route, puis on va vous repartager ça prochainement. Merci à tout le monde pour les interventions, d'avoir été là ce matin, de participer, de profiter qu'il pleut dehors pour être avec nous. Sinon, Christian, as-tu une phrase de fin à rajouter? Non, merci de l'interaction. Là, on n'a pas mis grand-chose dans les plans d'action pour les clubs locaux, mais on va vous trouver quelque chose. Non, mais je pense que le plus important, justement, c'est votre input puis vos informations. Là, quand on vous lance des questions ou quand de participer à des rencontres comme ça, c'est hyper important. Puis je sais que c'est prenant pour vous.
mais c'est hyper apprécié. Là, donc, si vous pouvez continuer à interagir, ce serait parfait. Puis, il y a le camp de développement là, de l'AFQ, là, justement. Le but de nos rencontres de cette fin de semaine, c'est d'un peu de former nos idées de façon régionale. Mais vous êtes les bienvenus de venir au camp de développement aussi pour participer à ces discussions provinciales-là aussi. Là. Fait que, il y a des discussions en dehors du camp de développement, c'est juste que c'est la même fin de semaine. C'est ça? Exact. Oui, c'est un bon point à juste souligner. Pour spécifier, on ne dit pas de vous inscrire au camp de développement, mais il y a des discussions de meetings, un peu comme on a eu là, mais l'équivalent de nous avec la FQ. Puis vous êtes invités à ces meetings, c'est ça? Puis oui. Puis en parallèle aussi, parce que vous êtes des entraîneurs, mais justement pour le camp de développement, ils cherchent des entraîneurs. Donc, si vous avez si vous voulez avoir un peu plus d'expérience ou donner de votre temps pour ça, c'est quelque chose qui est demandé et qui est recherché en ce moment. Puis c'est à Châteauguay, là, donc c'est pas très loin de Montréal. Donc voilà. Mais c'est quoi, ça serait peut-être ça, Christian, si tu peux nous écrire peut-être un courriel pour c'est quoi qu'ils cherchent exactement, parce que effectivement, là, on a probablement des jeunes dans notre communauté ou pas des jeunes, mais des coachs dans notre communauté qui seraient disponibles. Fait que si tu peux juste nous écrire de façon plus officielle quelque chose qu'on peut partager après, là, ce serait intéressant. Parfait. Ouais. Johan, une dernière main avant qu'on termine l'appel. C'est un peu pour ça aussi, on se rencontrait pour avoir une direction à présenter au reste du Québec lors de cette fameuse fin de semaine, surtout pour les équipes genrées et mixtes. Ce serait bien fun de savoir sur quel pied qu'on danse, nous autres, parce que là, on n'a rien statué. Hein. Non, je comprends. Effectivement. On va étudier la question. Peut-être qu'on devra avoir une autre séance pour en jaser. Oui. C'est tout. Ben, merci à tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis, s'il y en a de vous que... Je ne vais pas faire 4 choses en même temps. Là, je vais arrêter l'enregistrement. Bon, voilà.